Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Donc à des activités qui sont empêchées, alors qu'aujourd'hui, lorsque l'annonce a été faite, moi j'ai vu qu'à Korogo, il y a eu des sympathisants qui sont descendus dans les rues. Je me demande bien s'ils ont pris des autorisations. Il y a eu également à Gagnoa et à Djamé, ici même à Abidjan, il y a eu des marches. Donc, il y en a eu aussi à Yamsoukro, il y en a eu à Bétier. L'université. Yamsoukro, voilà. Effectivement, donc c'est dit que les marches sont autorisées. Et donc je ne comprends pas comment on restreint la liberté de réunion. Pourtant, c'est une liberté définie, donc consacrée par la Constitution et entérinée par toutes les conventions internationales. Bon, ça après fait de l'action et puis bon, nous on observe. Daouda, tu en poses là? Ouais, Daouda, on pose. Bonsoir, mon doyen Kokora. Bonsoir, comment tu vas? Je peux 30 secondes même répondre au frère là, vis-à-vis de sa dernière préoccupation, le grand frère dévancier Kokora. Non, Si vas-y. Non, Rottweiler, réconforte, il faut te réconforter dans ta posture. Hein. Tu vois, les marches sont encadrées par notre constitution. C'est un droit, mais elles restent tout de même encadrées. Mais une célébration là, rien ne l'encadre dans notre constitution. Les Ivoiriens sont libres de célébrer, ne serait-ce qu'une victoire. Parce que quand le président Alassane Ouattara parle là, et c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas après un congrès du RHDP, c'est pas devant des congressistes et RHDP que le président a décidé d'annoncer sa candidature. Donc, ce que tu as vu, cette manifestation-là, ce sont des Ivoiriens qui sont libres. Et ils ne sortent pas parce qu'ils seraient en train de faire une manifestation avec une casquette politique. C'est des Ivoiriens, citoyens lambda, qui sont sortis tout de suite, après les propos tenus par le président de la République. Non, tu parles de marche, tu parles de manifestation politique. Non, tu parles de marche et manifestation politique. Moi, je te parle ici de célébration. Des Ivoiriens sortent, des concitoyens qui pensent qu'ils appartiennent à une nation. Celui qui le représente là. Attends, je vais lui donner... Ça n'a rien à voir avec une marche. Est-ce que tu m'entends? Oui, grand frère, je t'entends. Voilà, non, ça dit, c'est ce qu'on appelle vraiment faire de l'amalgame. Même en France, si des gens doivent faire une marche de protestation, ils sont obligés d'aller à la police, prendre toutes les mesures qu'il faut. Mais quand le PSG gagne une coupe, non, et que les gens... c'est pas vrai. Non, laisse-moi terminer. Même ici, là, en France, partout, comment c'est pas vrai? Donc, tu penses que les gens se lèvent quand ils marchent, et les marches de protestation, il faut arrêter. Même quand vous devez occuper la voie publique, là, la police doit venir. La police doit encadrer. Voilà comment c'est pas vrai. Donc, partout au monde, lorsqu'il s'agit d'une marche de protestation, vous déterminez l'itinéraire, la police encadre la marche, pour éviter même que vous-même, vous ne soyez victime donc de violence, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vos revendications, donc pour vous exposer à des attaques, comme des gens en votre sein peuvent donc détruire des biens publics. Et donc, dans tous les pays du monde, les manifestations de protestation sont encadrées par la loi. Mais quand, par exemple, en France, PSG gagne là, ou bien, est-ce que quand les gens sortent dans les rues, on demande la permission à la police? Non. Les gens, c'est une marche spontanée de joie. Donc, ils ne visent pas à protester. Et donc, une manifestation de joie, parce que c'est le facteur risque qu'il faut minimiser. Et voilà pourquoi il faut prendre des précautions pour ne pas qu'il y ait des débordements, tout et tout. Mais quand il s'agit d'une manifestation de joie, on estime qu'il y a moins de risques. Voilà, en dehors donc de quelques débordements, la police vient effectivement, mais on n'a pas besoin donc d'avoir, comment on appelle, de saisir la police pour dire non, on va manifester par une joie, tout et tout. C'est des manifestations spontanées. Quand on gagne la Coupe d'Afrique et puis les gens sont en train de sortir, partir à Korogo, à Man, à Bongwanou, à Daoukro, là, on a besoin d'aller demander à la police? Non, il faut arrêter. Et puis, sur la Côte d'Ivoire, là, c'est pas la première fois que le pays existe. Hein. On a connu plusieurs gouvernements. Dis-moi sous quel gouvernement des gens pouvaient se lever quand on parlait marché. Des gens pouvaient se lever quand on parlait marché. Mais Kokora, moi-même là, c'est que je voulais juste ajouter pour que Rottweiler puisse comprendre.
puisse comprendre ce qui se passe. D'abord, une manifestation spontanée comme ça, comme celle qui s'est passée aujourd'hui, c'est des choses que la police même ne sait même pas. C'est après que les gens vont les voilà, il y a la spontanéité. Parce que quand tu regardes à Yamoussoukro, à Béti, à Gagnoua... Ce critère n'est pas suffisant. Mais comment c'est maintenant tu veux quoi? Il est dans autre chose, Daouda avançant. Les gens qui ne savent pas. Pourquoi tu trouves que c'est pas suffisant? Pourquoi? Je ne sais même pas. On lui prend des exemples. Quand le PSG sort et quand le PSG gagne en France et que la place de la République est envahie, ils sont allés dire à quelle police? Non, Kokora, laisse le PSG. Tu sais, je vais te rappeler un fait. Je vais prendre le cas. Non, calme-toi, c'est bien. La Côte d'Ivoire joue contre la Guinée équatoriale en Côte d'Ivoire. Pendant la CAN. La Côte d'Ivoire est battue 4-0 par la Guinée équatoriale. Les Ivoiriens sortent comme un seul homme. Ils caillassent les bus. Ils s'attaquent aux éléphants. Ils viennent même pour prendre en otage les éléphants. Ils restent au stade pour atteindre le bus des éléphants. Ils viennent devant leurs hôtels. Qui les a dit de partir dans la rue? Qui? Mais les gens ont leur émotion sur l'instant. C'est une émotion collective. Et la masse n'ayant pas de conscience, donc c'est 1, 2, 3 personnes qui font que tout le monde s'élève. Donc quand c'est comme ça, mais je ne sais pas si tu as Abidjan ici, mais est-ce qu'il a fallu que la brigade anti-émeute quitte la préfecture de police pour venir gazer les gens, pratiquement sur le coup de 23h, minuit ici, pour que les gens puissent libérer l'hôtel Palmier, afin que les éléphants puissent rentrer dans leurs hôtels. Qui les avait dit de sortir? Est-ce que tu as vu qu'ils ont pris quelqu'un pour aller les mettre en prison pour ça? Même si on les a arrêtés, c'est juste l'instant d'un moment, puis après, on les libère. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas fait des choses graves. Hein. Mais Daouda, quand l'opposition décide en 2004 de marcher pour l'application donc des accords de Nambakossi, mais que fait le gouvernement? Le gouvernement l'interdit et même décrète le plateau zone rouge. Mais quand la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du Monde en 2006, est-ce que le gouvernement a interdit donc les manifestations spontanées de joie? Il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays donc qui vient de naître sous Alassane Ouattara. Voilà, donc vraiment moi je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes que revenir sur des bêtises de ce genre. Dans tous les pays du monde, les marches de protestation, surtout politiques, sont encadrées par la loi et la police doit y être. On définit l'itinéraire, là où vous devez passer donc pour votre manifestation. Mais donc il faut arrêter, voilà. La Côte d'Ivoire ne vient pas de net. Pourquoi on vient nous donner des leçons? Non, mais en fait, le problème, c'est que comme c'est notre jeune frère, je pense que expliquons-lui pour qu'il comprenne mieux. On lui a expliqué, mais il ne veut pas comprendre. Tu veux qu'on fasse quoi? J'espère que tu as compris. C'est pas un enfant, Daouda, c'est pas un enfant. Tout le monde sait que dans ce monde-là, il n'y a pas quelqu'un qui vient d'arriver. Les manipulations du choix spontané, quand il y a une victoire, on n'a pas besoin d'aller saisir la police. Mais quand c'est une marche de protestation politique et autres, même la société civile, vous êtes obligés donc d'aller s'encadrer. On ne s'est pas compris. Voilà. Bon, si on ne s'est pas compris, on peut évoluer sur d'autres, on ne va pas rester bloqué sur... Voilà. Non, pour dire que Rottweiler... On est en train de régresser au niveau des libertés. Ça, c'est pas un problème. Vous jugez tout en fonction d'individualité. C'est-à-dire que vous voulez... Oh non. Voilà, ferme ton micro. C'est pas bien. Non, Kokora, attends, Kokora, permets juste une minute. Calme-toi. Non, tu sais, écoute-moi, Rottweiler, tu sais que c'est la même raison, non, Rottweiler, écoute-moi bien. Ce que tu es en train de dire là, il y a quelqu'un qui est mon ami, moi-même je l'ai chassé. Il n'aime pas le chantage émotionnel. Malgré que Kokora dit non, je te dis non, vas-y doucement, tu vas parler, tu vas t'exprimer. Il dit même on a qu'à te laisser t'exprimer. Mais tu ne peux pas me dire si je ne peux pas parler. Si tu estimes que tu ne peux pas parler, tu descends. Faut pas qu'il y ait été chassé. Voilà. Non, je suis en train de me battre pour que tu t'exprimes. Mais tu n'as pas me faire un chantage. Après, non, c'est pas un chantage. Je dis, parce qu'il te donne un ordre, il te dit, fais descendre ce petit, ferme son micro. Mais il m'a dit, est-ce que j'étais descendu? Est-ce que j'étais chassé? Écoute-moi. Il a dit. Il est monté sur le panel. Oh, Seigneur Dieu, écoute-moi s'il te plaît, pour l'amour du ciel. Il a dit, est-ce que j'étais chassé? Est-ce que j'ai fermé ton micro? L'ai-je fait? Non. Mais je suis en train de me battre parce que je pars du principe que tu ne sais pas. Donc il faut qu'on t'explique. Moi je pense qu'il faut avancer. Là où même c'est important, c'est que moi, pour les manifestations populaires, si on nous avait dit,
Parce que c'est ça, Daouda. Si les Ivoiriens étaient contre la candidature d'Alassane Ouattara, on n'allait pas avoir des manifestations spontanées de joie. Donc si les Ivoiriens aujourd'hui se rendent compte qu'il y a des manifestations à travers le pays pour exprimer leur joie, au lieu d'avoir des mécontentements, ça veut dire que le peuple est d'accord avec le choix d'Alassane Ouattara. Et donc ça, c'est un indicateur important. Et je m'en réjouis au-delà de ce qu'ils peuvent dire, ils ont interdit non-marche, oui ou non. Logiquement, lorsque le peuple n'est pas d'accord avec, avec une situation, mais il manifeste son mécontentement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque des liesses populaires partout, dans la Côte d'Ivoire, de façon spontanée, sans une organisation particulière. Mais c'est ce que nous notons. Donc, au-delà du mensonge, des gens qui disent oui, 4 mandats, nanana, Daouda, le peuple, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la volonté du peuple. Que veut le peuple aujourd'hui? Mais la volonté du peuple s'est exprimée ici aujourd'hui, lorsque le président s'est exprimé en disant je suis candidat. On a remarqué des liesses populaires et non des contestations partout dans la Côte d'Ivoire. C'est ça que nous notons, Daouda. Ça montre que les Ivoiriens avaient soif de la parole du président. Et le président vient de les délivrer le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ça, Daouda, que nous notons comme élément important à prendre en compte. Ça veut dire que les Ivoiriens ont encore soif donc des œuvres et des actions d'Alassane Ouattara. C'est ce que nous notons. Voilà. Maintenant, ceux qui parlent des 4 mandats, ça c'est la loi qui l'encadre. C'est pas vous, ce n'est pas moi. Voilà. Et donc, le Conseil constitutionnel va décider, va trancher comme en 2020. Et puis chacun va se conformer à cette décision du Conseil constitutionnel. Voilà. Mais ce que nous notons, l'analyse que nous faisons, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire a fait son choix qui est clair, à travers les manifestations populaires, spontanées, comme si la Côte d'Ivoire avait gagné une 4e Coupe d'Afrique. C'est ce que nous notons. Voilà. C'est ce que nous notons. Ça veut dire que dans ce pays, les Ivoiriens donc, ont décidé qu'Alassane Ouattara puisse continuer. Et donc, nous n'allons pas, piétiner la volonté du peuple. Donc, si ceux qui veulent aller aux élections, mais qu'ils présentent leur candidat. Et puis, on va aux élections le 25 octobre, et puis le peuple va choisir. Mais sinon, les autres débats, pour moi, n'ont aucune valeur. Et Daouda, en tout cas, en tant que militant du RADP, je suis heureux que le président de la République ait accepté notre demande. C'est bien noté. C'est bien noté, Kokora. Je finis rapidement, Daouda. C'est moi, Daouda, attention, hein, je vais te faire dessin. Donc, c'est une victoire. Voilà, c'est une victoire personnelle. Et là où on a vu les Damanan Picasso, oui. C'est ça. Finalement, c'est le panel de Kokora. Frère, il faut te calmer là-bas. Donc, c'est ça, la lâcheté. Et c'est ça, tromper ces militants. Ils ont dit ici que le 22, Alassane Ouattara avait reculé. Et que Gbagbo l'a fait reculer. Mais aujourd'hui, nous, on attend leur réaction. Voilà. Personne ne peut faire reculer Alassane Ouattara dans ce pays-là. Donc, vous trompez vos militants, vous ne pouvez rien, mais vous faites croire que oui, vous avez encore de la force, donc pour créer de la peur dans ce pays, vous ne pouvez pas. Ce que vous devez faire, c'est de vous organiser à aller à ces élections. Ou bien, si vous ne pouvez pas y aller, mais vous allez rester à la maison. Voilà. Parce que le peuple s'est exprimé aujourd'hui. Et le peuple a montré de quel côté, donc, son choix se porte. C'est le côté du RADP. Parce que, comme Daouda l'a dit, nous avons réalisé des choses. Et nous allons continuer de relever les défis. Parce que les défis, ils restent importants. Vous n'avez aucun projet. Vous ne proposez rien aux Ivoiriens. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, donc, on ne vous entend pas. Donc, vraiment, Daouda, nous sommes heureux. Et nous continuons donc la fête jusqu'à la fin de la semaine. Merci. D'accord. JM, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, je pense que je devrais répondre. Bonsoir, Daouda. Non, Rottweiler, vraiment, je ne veux pas. Il a fini de parler. J'ai une question. Je dois répondre. Rottweiler, s'il te plaît, ton micro. Bon. Oui. J'ai une question. Alors, selon ce que ok, si je pars sur la base de Kokora, selon ce que j'ai entendu. Il fait déjà assez tard, je pense que je vais vous laisser. Ok, si je pars sur la base de selon ce que j'ai entendu de M. Kokora, est-ce que les pays aujourd'hui qu'on voit, allons-y, peut-être de l'AES et d'autres, où la population montre, selon ce qu'on voit, ils sont pour, et que ces personnes-là, oui, ces leaders aujourd'hui, prennent des décisions pour rester au pouvoir et dire, OK, on est là, la transition reste encore 5 ans, oui, bien, ils prennent des décisions et ils disent que c'est parce que le peuple veut. Est-ce que c'est démocratique? Juste parce que le peuple, ils ont vu le peuple sortir, et ils ont pris cette décision. Est-ce que pour vous, c'est une décision démocratique?
Bon, il va falloir maintenant définir ce qui est démocratie. Non, grand frère Kokora, si tu me Non, permets de répondre en 30 secondes. laisse-moi terminer. La démocratie, c'est des élections. Donc, ce qu'ils font, ce n'est pas de la démocratie. C'est vrai, des gens peuvent sortir, comme je l'ai dit aujourd'hui, pour exprimer leur joie. Ça, c'est un indicateur. Mais ça ne veut pas dire que dans l'ensemble, c'est une vérité absolue. Voilà pourquoi il faut aller aux élections. Et j'ai chuté par dire, ceux qui veulent aller aux élections, qu'ils se préparent à aller aux élections. Ça, c'est la démocratie. Mais au-delà, c'est-à-dire se contenter dans des manifestations populaires pour dire, bon, comme les gens sont sortis, je prends 5 ans. Mais c'est quelle loi? Parce que la démocratie, c'est l'encadrement des lois. Il faut que la loi encadre tout ce que vous faites. Mais ce qu'ils ont fait là, supposons même que le peuple est de leur côté. Mais il faut aller aux élections. La loi dit quoi? Que chaque 5 ans, il faut aller aux élections. C'est ça qui est la démocratie. Voilà. Mais on peut regarder, il y a des indicateurs pour dire, bon, à partir de tel indicateur, on pense que ce monsieur, il est populaire. Pourquoi on fait les sondages? Les sondages, il est démocratique. Mais quand les gens font les sondages, même aux États-Unis, en France, on dit, il est probable que celui-là gagne les élections. Mais après, il va falloir le confirmer dans une élection transparente. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si aujourd'hui on prend les manifestations populaires comme un sondage, effectivement, nous avons beaucoup plus de chances de gagner les élections parce que l'indicateur, il est important. Mais après, il faut aller aux élections pour confirmer donc cet indicateur dans les urnes. Mais ce que les pays de l'AES font, c'est vrai, on peut considérer que on a des indicateurs qui montrent que les peuples sont attachés à eux. Mais là, pourquoi est-ce qu'ils résignent donc à aller aux élections? Si le peuple est avec toi, mais il faut aller aux élections. Au moins pour respecter la loi. Mais pourquoi ils ne le font pas? Donc c'est antidémocratique, voilà. Ça ne suffit pas donc de faire descendre des gens dans les rues et puis on dit, bon, comme il y a, même on est 30 millions, 1 million de personnes sortent et puis tu dis non, sur la base de 1 million, alors je prends 5 ans. Mais pourquoi? Non seulement tu piétines la loi, voilà, et c'est pas suffisant. Mais je dis c'est un indicateur à prendre en compte, c'est tout. Mais voilà. Comment vous pouvez savoir que c'est un bon indicateur quand... je n'ai pas dit, mais je t'ai pris un exemple. J'ai dit, quand tu prends un sondage... Allons-y, écoute-moi. Okay. Voilà, quand tu prends un sondage, est-ce que ce n'est pas un indicateur? Oui, mais allons-y. On dit un indicateur, mais quand on prend l'indicateur, il y a d'autres facteurs qu'on prend en compte avec l'indicateur. Lequel? Bon, quand on a un pays démocratique où l'opposition n'est pas permis de manifester. Mais là, tu vas dans autre chose. Non, si. Non, attendez, vous allez laissez-moi développer. Non, laissez-moi développer. Non, moi, tu vois, moi, je suis très logique dans mes débats. Tu m'as dit. Non, Gogora, laissez-moi développer. Gogora, écoute-moi. Non, je viens dire, attends. Gogora, laisse-le développer. On va comprendre tout ce qu'il veut dire. Voilà, JM développe. Je disais que dans un pays démocratique, ce qu'il a dit, c'est vrai que quand on voit la population, un certain sondage, quand on voit la majeure partie de la population content, ou du côté du gouvernement ou du pouvoir, on peut dire que les tendances sont que la population est pour le pays. Ça, c'est vrai. Mais dans un pays où une opposition n'est pas permise, ou bien c'est dit que dans les pays, je ne vais pas seulement prendre la Côte d'Ivoire, même dans les autres pays, souvent, où cette opposition a peur de sortir, est-ce que les facteurs et les indices qui montrent que la population est vraiment pour ce pouvoir-là sont des indices qui sont factuels? Je voudrais poser cette question. Voilà, non, ce que tu dis, il est réel. Si l'opposition donc n'a pas la possibilité de s'exprimer dans un pays, c'est antidémocratique. Et je veux dire, c'est contre la liberté d'expression. Si l'opposition n'a pas la possibilité donc d'organiser des marches, c'est antidémocratique. Mais puisque tu as pris 2 cas, tu as pris les pays de l'Est, tu as pris la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, l'opposition s'exprime. On l'invite même sur le plateau télé pour qu'elle s'exprime, elle dit ce qu'elle pense. L'opposition marche. On a vu le PDC hier organiser une marche en Côte d'Ivoire. Donc, l'opposition dans notre pays n'a pas peur. Voilà. Et rien n'est mis en place donc pour interdire à l'opposition de pouvoir s'exprimer ou de manifester. Donc, c'est totalement différent des pays de l'AES. Voilà pourquoi je dis tu vas dans tous les sens. Tu m'as pris un indicateur qui est important et tu as dit, comme en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annonce sa candidature, il y a une liste populaire et je me base sur ça pour dire le peuple est du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, tu vas sur la même logique pour dire, bon,
Si ce que tu dis est vrai et que c'est démocratique selon toi, est-ce que ce qui se passe dans les pays de l'AES aussi est démocratique à partir du moment où les gens s'appuient, ceux qui sont au pouvoir s'appuient sur leur supposée popularité auprès du peuple, dont ils prennent 5 ans. J'ai dit c'est 2 cas différents. C'est vrai, l'indicateur de l'IS populaire est important si on le considère comme un indicateur, comme un sondage. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller maintenant aux élections, qui est par excellence la voie ultime par laquelle on prouve effectivement donc qu'on est vraiment légitime et qu'on est vraiment populaire. Donc je dis, si tu t'arrêtes seulement sur cet indicateur donc de l'IS populaire, comme je l'ai dit, 1 million de personnes sur un électorat de 8 millions, mais ce n'est pas pertinent. Et tu ne peux pas t'appuyer dessus pour dire que donc le peuple est avec moi, je prends 5 ans. Non seulement ce n'est ni conforme aux lois, mais aussi ni conforme aux principes démocratiques. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, les 2 cas que tu as pris sont totalement différents. Je suis d'accord que les pays de l'AES, dans leur, je veux dire, les dirigeants de l'AES, on a le sentiment que les peuples sont avec eux. J'ai dit, bon, si les peuples sont avec vous, frère, en quoi il est difficile d'aller aux élections? Mais qu'ils aillent confirmer ça dans les élections. Mais ça soit là sur la base d'un indicateur aussi important et dit que, bon, si ça, je prends 5 ans, en quoi c'est démocratique? En quoi c'est conforme à la loi? Si je dis qu'en Côte d'Ivoire, comme les gens sont sortis pour dire qu'ils sont contents de la candidature d'Alassane Ouattara, alors Alassane Ouattara prend 5 ans sans élection, mais c'est antidémocratique. Donc, c'est pas mon... Je vais dire, voilà pourquoi j'ai dit, tu es en train de partir dans tous les sens en mélangeant l'indicateur, donc à l'opposition qui ne peut pas parler ou qui peut parler. Donc, c'est deux sujets que tu soulèves qui sont totalement différents. Voilà. C'est bien noté, merci. JM, c'est bon avec tes questions, ça va, ou bien tu as une autre question? Je vais laisser les autres parler parce que je laisse les autres, je rebondis parce que je suis d'accord. Je laisse les autres. Voilà, Daouda, si tu me permets, je vais même apporter un élément, même une petite précision à JM. Parce que quand il a posé sa question, bon, grand frère Kokora a bien développé, mais quand JM fait la comparaison là, ce qu'il ne précise pas, c'est que lorsque le président Alassane Ouattara s'exprime devant son peuple, il n'y a pas d'appel derrière. Ce n'est pas le cas au sein de l'AES. Cette liste populaire qui s'est exprimée là, lors de cette célébration-là ne répondait pas à des appels pour défendre la nation, pour défendre la candidature du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas le cas. Alors que c'est ce qui est fait au niveau de l'AES. Il y a toujours des appels pour venir en soutien à ceux qui tiennent le pouvoir là-bas. Donc on n'est même pas dans le même cas de figure. Donc ce que mon dévancier était en train de dire là, c'est légitime. Et peut-être qu'on peut parler de l'IS populaire dans les 2 cas, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Donc c'est ce qu'elle avait voulu apporter comme précision. Voilà. Les gens ne sont pas sortis aujourd'hui, voilà, pour répondre à un appel. Non. Merci. Monsieur Kalilou Koulibaly, comment ça va? Qu'est-ce que vous pensez de l'annonce de la candidature de Ouattara? La candidature de trop, la candidature exagérée, le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Kalilou? Est-ce que monsieur Kalilou, il est là? Bon, apparemment, il n'est pas là. Toi, Daouda, mon grand frère Daouda, comment tu peux dire anticonstitutionnel, tout ce que... Mais c'est anticonstitutionnel. Eric, comment tu vas? On avait commencé le débat matin. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que le matin, tu n'as pas eu le temps de donner ton avis là-dessus. Non, mais si Sven, il a déjà parlé. S'il n'a pas parlé, il peut y aller. Le temps que je rentre, d'accord. Mais Kokora, ça me permet alors de te poser une question assez banale et assez basique. Parce que là, tu as développé, tu es allé dans tous les sens. Oui, Ouattara, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouattara, il a travaillé. Je ne dis pas qu'il a tout fait, je ne dis pas qu'il a tout réussi. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais aujourd'hui, le fait que malgré la demi-douzaine, c'est Ouattara qui soit présenté, est-ce que cela ne dénote pas d'une forme de fratricide au sein du RHDP? Est-ce parce que certains cas du RHDP ne s'entendent pas, ils ne veulent pas s'écouter? Est-ce que c'est pas pour ça que le président se présente finalement? La question est adressée à Kokora directement. Oui, non, Daouda, ça n'a rien à voir. Et toi, effectivement, tu as couvert le congrès dont tu as été témoin
de l'union des cadres. Et ça, vraiment souvent, je reviens là-dessus. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Ce que nous disons là, c'est factuel. Les gens veulent forcément imaginer donc une division au sein du parti ou comment on appelle entre les cadres. Mais c'est faux. On a vu, Daouda, tu as vu au Congrès, à l'unisson, les cadres à tous les niveaux, mais qui étaient amarrés les uns aux autres. On a même vu la boutade de Hachi, qui pensait être hors micro, qui disait à photocopie, mais attends, on dirait que tu es le plus populaire hein, et que tu vas faire des jaloux. Mais tout ça montre la fraternité entre les cadres, Daouda. Et on n'a jamais entendu des couacs, comme on le voit dans certains partis politiques. C'est vrai, Daouda, comme tu l'as dit, dans toute famille politique ou même biologique, il peut y avoir quelques grincements des dents parce que nous sommes des hommes. Mais le plus important, c'est que les gens s'entendent. Et nous nous entendons. En tout cas, moi, Kokora, qui ai peut-être la chance de les voir de temps en temps, dans des réunions, mais on sent cette cohésion où tout le monde est attaché à un homme qui est Alassane Ouattara, qui est notre ciment, Daouda. Donc je peux te dire, Daouda, que ça n'a rien à voir. En tout cas, si Ouattara est candidat, vraiment, c'est détaché de toute situation difficile au sein du parti. C'est sauf que nous sommes assis en tant que parti souverain. On a interrogé nos militants. À la base, ils ont tous répondu à l'unanimité. Il faut que Ouattara soit candidat pour son dernier mandat. C'est le choix des militants. Voilà pourquoi les gens veulent qu'on mette le choix des militants à côté et puis on fasse autre chose. Comme si on était même dans une succession royale, Daouda, dans nos villages, partout dans nos régions, on interroge les membres de la famille. Il y a plusieurs personnes qui sont supposées remplacer le roi ou le chef, mais on interroge ceux qui les décideurs. On dit, bon, voilà les gens, les potentiels candidats. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis, les gens se prononcent. Moi, je suis fils donc d'une famille royale. Je sais comment les choix sont faits. Voilà, on interroge. Et lorsque la majorité se dégage donc vis-à-vis d'une personnalité donnée, alors il ne peut pas donc faire autrement que de prendre ce dernier. Voilà, donc c'est ce qui se passe au RADP. Pour ne pas être long, Daouda, vraiment, je peux te dire qu'il n'y a aucun problème entre nous, entre les cadres et entre les militants, sauf que les militants, les cadres eux-mêmes, ont décidé que ça soit Alassane Ouattara pour un dernier mandat donc de la Troisième République, pour parachever son œuvre. Et Daouda, je peux te dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Le président a encore beaucoup de projets à réaliser. Et comme il dit qu'il est en bonne santé, c'est lui celui qui connaît sa santé. C'est lui celui qui sait. Et Ouattara est un homme responsable. Si il ne pouvait pas continuer, mais il allait dire clairement, je ne peux pas. En tout cas, vraiment, vous m'aimez, mais asseyons-nous et décidons donc que quelqu'un d'autre porte notre projet. Mais il dit, je suis en bonne santé. Il le répète. Aujourd'hui, il l'a répété. Mais pourquoi voulez-vous mettre Messi à l'écart? Parce que juste, on doit prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi? Alors qu'il n'est pas blessé. Donc nous, notre Mbappé ou notre Messi, c'est Alassane Ouattara. Tant qu'il n'est pas blessé et qu'il peut jouer, on ne va pas le faire asseoir sur le banc de touche ou on ne va pas l'envoyer à la retraite. Donc vraiment, Daouda, pour ne pas être long, en tout cas, notre choix, c'est porter sur Alassane Ouattara et non sur quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ça n'a rien à mais Kokora, ça me permet de revenir sur un autre sujet qui est important. Cette question, je l'ai posée au chef de cabinet du président et par ailleurs membre du bureau national du RAGP en charge de la communication. Je lui ai demandé, mais c'était quoi le projet du RAGP pour les Ivoiriens? Mais j'ai été déçu de sa réponse dans la mesure où il n'a pas été capable parce qu'il me dit que vous êtes en train, le RAGP à l'instar. Parce que quand on est sur les panels TikTok, on entend toujours les militants du RAGP, on a des projets, mais celui qui est en charge de la communication du RAGP nous dit aujourd'hui qu'ils sont en train de travailler sur les projets à présenter aux Ivoiriens. Non, donc c'est que peut-être tu n'as pas bien compris. Voilà. Il faut bien m'expliquer alors, peut-être qu'il y a mal entendu. Voilà, il faut que je t'explique. Peut-être que le chargé de communication est en train de dire, parce qu'un projet s'actualise. Et je te rappelle que le projet du président Ouattara, la Côte d'Ivoire solidaire, ça part de 2020 à 2030. Mais un projet, tu sais que ce n'est pas la Bible ni le Coran. En fonction des défis présents, il faut l'améliorer, il faut l'actualiser en tenant compte donc des facteurs donc nouveaux.
Sinon, j'ai pu te dire que nos projets, il est clair. En termes d'infrastructure, et tu le sais, en termes d'université, c'est 4 universités que nous allons construire d'ici 2030. Et il faut lire le PND, le Programme national de développement. Tout y est. Voilà. Que ce soit en transformation donc, de nos matières premières. Mais ça est là. Que ce soit production donc de gaz ou de pétrole. Mais on a notre ambition. Voilà. En termes donc d'infrastructures scolaires ou sanitaires, en termes de couverture en énergie électrique, est-ce que ça, c'est pas des projets? C'est des projets. Voilà. Nous allons construire une deuxième scie. Mais ça, c'est des projets. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre projet, il est toujours modifiable. Et lorsque nous allons finaliser la dernière monture à partir des actualisations que nous allons faire, alors nous allons présenter le projet. Voilà, on ne peut pas dire le projet qui a été fait en 2020, il est valable à tout point, donc jusqu'en 2030. Non, il va falloir modifier des choses. Il y a des éléments qui interviennent au cours de l'exécution du projet, donc il faut les prendre en compte. Donc c'est vraiment peut-être tout ce qu'il devait dire. Sur notre projet, il est clair. La Côte d'Ivoire solidaire, là, ça va jusqu'en 2030 et qui est conforme donc au PND. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole un peu à Paris Chalen, comme il vient d'arriver. Il va nous donner son avis parce que moi je les appelle les voisins de Ado. Eric pleure en bas, hein, Daouda. Eric est en train de pleurer en bas. Il dit il a changé de réseau, il est tombé. Et il y a les opposants qui sont qui sont dans les commentaires, qui demandent à Mais Sisben, c'est quoi que les opposants là? Il y a des opposants. Des opposants. Non, des opposants. Ils sont opposants à qui? À Daouda quoi? Non, ben peut-être ils veulent venir confronter. Mais parler de quoi? Sisben, Kokora. ils vont parler de quoi? Oh, laisse-les, Tchadjo. On est africain, hein, il faut suivre nos traditions. Non, il faut laisser affaire d'Africains là. Non, on va essuyer les lames. Maintenant, quand ils vont venir te dire que tu es imbécile, tu es idiot là, faut pas pleurer. Hein. Non, ça c'est pas grave. Ça va démontrer aux yeux des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui vont juger. Il faut laisser Paris Chalem. Voilà. Eric Atte est là, c'est lui le monde. Mais en fait, en même temps, Sisben, moi je vois, j'ai vu beaucoup de demandes, hein, mais tu connais ma philosophie. Non, Eric, laisse la latitude à Eric je viens. Quand je suis là, Eric, c'est moi qui décide. Ah d'accord, ok, je sais pas. Il savait pas. Voilà. J'essaie d'expliquer que... Même il pleurait en bas là, c'était une précision. J'ai cru que tu suivais pas, tu étais concentré. Non, je suivais pas. Quand Eric est tombé, j'ai pas suivi. Mais ce que j'essaie de dire, quand je connais pas les gens, je n'aime pas les prendre parce que je comprends pas ce qu'il va dire. Il sait pas ce qu'il va dire. Il va venir m'insulter. Ça va pas me plaire. Vraiment, ça me met mal à l'aise en fait. C'est pourquoi tu vois même que le fait que Kokora soit là, moi même là, il y a des choses que j'ai dit, il y a des choses auxquelles je crois, il y a des choses auxquelles je crois pas, mais je vais dire quand même. Pareil, moi, je m'en fous. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc... Je peux poser une question générale et puis descendre à Kokora sur une côté. Bien sûr. Vas-y pour ta question. Okay. Alors, pour moi, c'est une question générale. Je voudrais demander à Kokora, par rapport à l'histoire, quand on a vu le côté je repars du Burkina que je connais bien, le président Blaise Compaoré qui a eu le CDP, son parti qui était au pouvoir, qui a rempli le stade et qui a fait comprendre comme quoi le peuple était de son côté, il fallait renouveler. Il fallait que la constitution change pour qu'il puisse se représenter. Ça a été une tendance que beaucoup ont cru que le peuple était de son côté jusqu'à quelques mois avant que le Parlement, je dis le Parlement, comme on appelle, les députés au Burkina essaient de changer, que tout a basculé. Comment vous expliquez ça, ce changement-là, quand quelques mois avant, on a vu le parti du pouvoir qui a pu remplir, qui a fait des marches comme quoi c'est Blaise Compaoré rien, qui doit rester au pouvoir et que quelques mois plus tard, tout a basculé. Non, vraiment, on a suivi toute la question du Burkina, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que au sein même de son appareil politique, c'était pas la grande sérénité. Hein. Les Roches Makaboré sont partis. Vraiment, il y avait une grosse division. Je crois que son président de l'Assemblée nationale l'avait quitté et tout et tout. Et donc, c'était pas la grosse sérénité. Et puis, il faut prendre en compte le fait que Blaise Compaoré a fait pratiquement 27 ans au pouvoir. Quel était son bilan? C'est ça qu'il faut regarder. Alors, parce que moi, je dis, la politique, c'est pas une science exacte. Chaque situation, donc, doit être analysée en fonction du contexte, en rapport avec d'autres éléments. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai dit une chose, frère. Je n'ai pas dit que lorsqu'on voit une masse, ça veut dire automatiquement, sans, sans objection, que
vous avez effectivement l'approbation du peuple. J'ai dit, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, le frère. Plusieurs facteurs. Là, comme Daouda a posé une question qui est importante, la sérénité au sein de l'appareil, elle est très importante. Il faut qu'il y ait la cohésion au sein de l'appareil parce que c'est l'appareil qui conduit le projet et qui soutient le président de la République. Lui seul ne vaut absolument rien. Donc le président doit s'appuyer sur un appareil qui est fort et donc qui est animé par des acteurs conscients donc de l'importance des enjeux. Est-ce que tu vois? À prendre en compte. Prendre en compte le bilan de la gouvernance. Est-ce que globalement, la population est satisfaite donc des résultats de la, qu'on appelle du gouvernement, et que ce n'est pas, parce qu'on peut manipuler aussi des gens, puis venir au stade. Voilà. On peut manipuler des gens et puis remplir ça, c'est pas un problème. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc je dis, il faut prendre en compte plusieurs éléments qu'il faut analyser pour ne pas s'appuyer seulement sur un seul indicateur. Mais quand on revient en Côte d'Ivoire, parce que je vois le parallèle que tu veux faire, vraiment, sauf si on est de mauvaise foi, mais on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'avance pas. Sur toutes les questions, la Côte d'Ivoire avance. Là où les pays autour de nous sont dans de grosses difficultés liées aux attaques terroristes, la Côte d'Ivoire, en tout cas, est en sécurité. En termes d'infrastructures, chaque jour, tu arrives à Abidjan, frère, je ne sais pas si tu y es, mais ce sont des embouteillages de travaux. Mais un pays, sauf si ce peuple-là est idiot, ne peut pas donc être mécontent alors que son environnement, chaque jour, connaît donc de la transformation. Donc en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le bilan d'Alassane Ouattara, il est largement satisfaisant. Que ce soit en termes donc, de projets sociaux. Le salaire des fonctionnaires a plus que doublé sous Alassane Ouattara en moins de 15 ans. Là où il est resté stagné donc pendant 51 ans. Le SMIC est passé à 115 000. La couverture en énergie, aujourd'hui, moi je suis à Abidjan. Je suis venu aux États-Unis pour quelques jours, je vais repartir. Mais en 3 mois où je suis resté, dans mon quartier, là, ils n'ont jamais coupé le courant. Quand ils disent à les gens, pensent que c'est des histoires. Le temps moyen de coupure de courant, c'est 25 heures. Mais tu vas dans les pays comme le Burkina, le Ghana. Mais par jour, c'est près de 5 heures de coupure de courant. Mais c'est agaçant, c'est énervant. Donc, pour ne pas être long, j'ai dit, les deux situations sont totalement différentes. Totalement différentes. Bien au contraire, les Ivoiriens sont devenus exigeants parce qu'ils ont vu ce qu'on peut faire à la tête de son pays. Et donc, le président est conscient de ça. Et donc, il travaille chaque fois qu'il prend la parole, il parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il ne rentre pas dans des questions donc purement polémiques, politiques, politiciennes, non. Il dit, voilà ce que je vais faire pour mon pays. Et je reconnais les défis à relever, les difficultés, et il met l'accent là-dessus. Chaque fois qu'il prend la parole. Donc, le cas du Burkina et de la Côte d'Ivoire sont totalement différents. Il faut les dissocier. C'est pas la même chose. Voilà. C'est vraiment pas la même chose. Quand tu prends en termes d'élus locaux, le RADP, c'est 27 régions sur 31. On n'a pas mis un fusil sur la tempe des gens et puis ils sont allés nous choisir. Je te prends une région comme le Haut-Sassandra, PPACI, PDCI, avec le président sortant, Guégué Madi, associé à Stéphane Kipré, donc qui est un gourou du PPACI, même de la région. Mais le ministre Madou Touré les a pliés avec une différence de 30 000 voix. Mais ça, c'est un facteur important à prendre en compte. Voilà. Donc, vraiment, je ne dis pas que ce que nous vivons dans notre pays, ce que j'ai dit est une vérité absolue. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance que ce que nous vivons en Côte d'Ivoire est totalement différent donc, de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Souvent, c'est deux cas qui ne sont pas comparables. Voilà. Merci beaucoup, Kokura. JM, j'espère que ça répond à ta question. J'ai une motion sur ça. Si, c'est bon. Ok, merci. Oui, c'est bon. Attends, Mac, avant ta motion, Mac, j'ai eu Kokura. Kokura dit demain, il sera à Washington. Il faut te débrouiller. Comment tu vas faire? Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais Kokura vient demain à Washington. C'est quel côté de Washington? Washington, c'est quel côté de Washington? Je ne sais pas, il dit qu'ils sont... Washington DC, mais Kokura, grand frère, lundi, je suis resté au travail jusqu'à 19h parce que j'attendais que tu me fasses un retour. Tu m'as dit que tu m'appelais. Non, lundi, j'avais pas le temps. Donc, ouais, tu m'as pas appelé, je suis resté là-bas longtemps. Mais demain, je voulais être en télétravail, mais je vais partir. Moi, ça c'est déjà passé. Et on entend de faire pour l'avenir. Il ne faut pas revenir en arrière. Je suis venu pour des choses bien précises et donc j'ai pas eu le temps. Voilà. Maintenant, demain, je suis à New York actuellement. Demain, on rentre à Washington. Donc, à n'importe quelle heure, à partir de
bah, ça nous prend 3 heures pour arriver, 3h30. Lorsque on quitte ici, même à 10h, en tout cas, pas de 19h là-bas, tu m'appelles, je suis à l'hôtel Omni, tu passes et puis tu me remets ce que Ça tu as. marche, il n'y a pas de souci. 19h, ça m'arrange. Puisqu'on quitte là-bas, jeudi à 21h, donc jusqu'à 11h, il sera encore à l'hôtel. Non, demain c'est mieux parce que jeudi, d'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc je t'envoie l'adresse. Il n'y a pas de souci. Je t'envoie l'adresse, je t'appelle demain et puis on se retrouve. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, JM, si tu as d'ici aussi, Kokora, ça va demain à Washington, cherche à aller le voir, vous allez discuter. Non, pas les gens de Wine. Mais j'avais une motion, Daouda. Non. Ma motion est pour JM du coup. Non, nous, Kokora, c'est notre fétiche. Chez Washington. Ma motion est pour JM du coup. Parce que quand on dit que Blaise Compaoré a rempli un stade, alors que justement, ça veut dire qu'il n'était pas forcément populaire, est-ce que JM peut dire la même chose d'Ibrahim Traoré? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut partir du principe que tous ceux qui font du bruit, alors qui disent que Ibrahim Traoré, sans élection, on n'a aucun moyen de vérifier s'ils sont populaires. Donc, je veux dire, le raisonnement là, si on le tient pour Hassan Ouattara, il devait être vrai pour tous les dirigeants de l'AES dont on chante les louanges. On est d'accord, JM? Non, j'ai pas compris la question. J'étais perdu. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Donc, je répète. Je dis, je sais que tu as des acquaintances, donc en tout cas tu aimes le travail de Ibrahim Traoré. Mais la question c'est du coup, quand il remplit des stades et vous dites que le peuple est avec lui, etc. Est-ce qu'on peut tenir le même raisonnement que tu as tenu pour Blaise Compaoré là dans le cas d'Ibrahim Traoré par exemple, alors qu'on sait qu'il remplit stade aussi, alors qu'on sait que on dit que le peuple est avec lui, etc., etc. Pourquoi on devrait le tenir pour Ado et pas pour les dirigeants de l'AES? Non, je suis d'accord avec vous. Non, moi je l'ai dit parce que j'ai cru ou j'ai entendu Kokora dire que le peuple est sorti à l'annonce du président il faisait son quatrième mandat et que le peuple est sorti, je crois bien, hein, si j'ai bien entendu, et que la majorité, si je crois pas, des Ivoiriens sont très contents, ils sont sortis spontanément pour soutenir. Et c'est là que j'ai dit, bon, ça c'est pas totalement un facteur qui peut le dire, mais il a souligné que oui, c'est pas un facteur, et le facteur absolu définitif pour lui qui peut montrer que c'est vrai, c'est les élections. Donc il a ajouté la partie des élections pour conclure que c'est vrai que le sondage d'un peuple ne suffit pas pour dire que le parti au pouvoir, oui, le président sera élu, mais les élections démocratiques mettent l'accent pour définir absolument les sondages. Voilà. Si je me trompe pas, je pense que c'est la réponse à laquelle je voulais t'envoyer. Donc, je dis qu'on n'a aucune preuve du fait que le peuple burkinabé soutient Ibrahim Traoré, et donc c'est valable pour tous les dirigeants. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, dis pas ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a pas le peuple est derrière lui, mais comme si je pars dans le même sens que Kokora, et puis être sûr, c'est les élections démocratiques qui vont le dire. Et là, donc je veux dire, on n'a aucun moyen finalement, parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier sur le peuple. Mais c'est pas le sujet. Non, c'était vraiment qui est en bas. Hein. Donc merci beaucoup. C'était la précision que je voulais faire. Je vous dis que ça ne s'applique pas qu'à Alassane Ouattara justement, parce que tout dirigeant quand il arrive, il peut remplir un stade. Du coup, pour le coup, je peux parler? Je peux fêter? Eric, tu es là? C'est Eric qui est là. Bon, Daouda t'avais déjà donné la parole. Désolé, j'ai les mains. Ok, ça marche. Mais écoute, j'ai commencé par la préoccupation de Diem, en fait. Et puis, je vais continuer. Diem, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est dans la légitimité, hein, et puis tout est dans le résultat, tout est dans le boulot ce que tu opposes. Aujourd'hui, là, un truc tout simple. Et si tu avais pris le temps d'observer, je pense que ta question même, tu ne l'aurais pas finalement posée, bien qu'elle ait un intérêt. Hein, je dis pas qu'elle est sans intérêt, mais tu l'aurais pas posée parce que il y a des mois en arrière ici, tu prends même très récemment en plus, les gens nous présentaient des épouvantails, ils nous faisaient peur, ils nous effrayaient. Le jour il va annoncer qu'il est candidat, il va pas reconnaître le pays là. Au point même où on est sorti du stade, on dit, il sait
Les Blancs l'ont appelé. Il sait. Mais je te parle pas des gens des grains comme nous qui sommes sur TikTok, hein. Des gens très haut placés dans des structures politiques que toi et moi on connaît. Jim, je me permets de te tutoyer si ça te dérange pas. Ok? Des gens ont affirmé des trucs. Je parle pas des Ismo Boloy là parce que eux, ils adorent, mais je suis même pas sûr qu'on sache qui ils sont forcément dans leur formation politique. Après, je me permets parce que c'est Ismo. Bref. Donc, tu vois, ils nous ont... Oui, ce n'est pas ça, tu m'attaques. C'est pas une Non, je t'ai pas attaqué. J'ai dit, je me permets parce que c'est toi. Tu as bien compris. Non, il y a foi. Voilà, je ferai pas ça avec Flavio parce que c'est un avatar. Bref. Donc, Jem, tu vois le truc? Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que spontanément, des gens ont pris leur moto, leur voiture, et cette image-là, quand tu la renvoies sur n'importe quel média, tu peux pas venir un mois après pour venir dire que ce monsieur-là n'est pas, il est contesté dans son pays. Or que le narratif, et c'est que les gens ont pris, que ce soit le nouveau Benguis et l'ancien Benguis qui est ici actuellement, qui a du mal à se déplacer, et le nouveau Benguis qui est en France en ce moment, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait des capsules comme ça pour aller proposer, se promener, donner à leurs lobbyistes députés qui, je sais même pas c'est quoi ils ressemblent bon, bref, pour salir l'image de leur pays, salir l'image du président de leur pays, dire que voilà un monsieur qui, sa simple présence à la tête du pays, inspire des arrois et des espoirs et les gens n'en peuvent plus et patati et tralala. Et ce dernier-là, aujourd'hui, annonce sa candidature. Et puis, spontanément, tout le pays est en branle, ça fête, les gens sont heureux, ça jubile de partout. Mais ceux que vous partez chercher pour venir régler vos problèmes, là, quand eux finissent de regarder ça, ils se disent, mais il y a un problème. Et c'est ce qui va faire que, aujourd'hui, leurs velléités même de manifestation sont étouffées dans l'œuf. Parce que c'est mort. Si demain, les gens sont en train de fêter, toi, tu vas venir dire que tu marches. J'ai vu une petite vidéo tout à l'heure d'une tantie, là, qui se permet de dire ce petit préfet de merde, là. Bon, tu sais, les gens, on dirait, quand la prison, les manques, là, c'est comme ça, ils se comportent. Bref, moi, pour revenir au sujet, on peut pas faire plus heureux que moi aujourd'hui. Pour la simple et unique raison que le vieux nous a écoutés. Il va faire ce sacrifice-là pour nous et on va le lui rendre parce que on va faire le job de sorte à se réaliser, à se responsabiliser pour éviter que 5 ans plus tard, on aille lui demander pardon à nouveau pour dire pardon, faut rempiler. Même si tu es sur déambulateur. Parce que cette fois-ci là, c'est à nous il nous tend une perche. On n'a qu'à se battre. On va faire le job. Et Dieu merci, on va faire le job. Parce qu'aujourd'hui, là, on a une nouvelle manière de fonctionner. Non, c'est Paris, faut plus répéter ça encore. Faut plus répéter ça. Si tu as répété ça, on va se battre. Déjà, même que 5 ans qu'elle a, on a même pas bien accepté. Tu vas aller chercher ce déambulateur, mais toi, on va se battre. Non, Daouda, je dis qu'on n'a pas le droit d'aller lui demander à l'horizon 2030, là, de venir rempiler encore pour nous aider. On n'a plus ce droit-là. C'est ce que j'ai dit. Normalement, cette année même là, on ne devrait pas avoir le droit. Mais comme on a des gens qui vendent sable là, qui sont autour de nous, qui ont leur vieux père, qui leur ont miroité quelque chose, auquel ils croient dur comme fer, on ne peut pas se permettre de changer une équipe aujourd'hui. Parce que l'actuel, si, à supposer, parce qu'il y a le personnel, hein, mais si on met quelqu'un, fut-il aussi compétent que, mais le temps qu'il ait ses marques, les gens là, ils nous ont vampirisés. Ils nous ont vampirisés. Et qu'on le veuille ou non, les gens là, ils ont peur d'une seule et unique personne. Il s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, quand lui il s'élève pour dire il va partir à Washington, mais il va partir à Paris là, il n'est pas obligé d'envoyer un gel honneur et puis attendre d'accuser des réceptions. Et puis dans 3 mois, ils vont valider et puis il va se lever pour partir, pour être sûr d'être reçu. C'est ça l'avantage d'Alassane Ouattara. C'est ce que les gens comprennent pas. Tu vas mettre, peu importe qui tu vas mettre, le temps de prendre ses marques, le temps d'activer ses réseaux. Mais attends, si les gens doivent nous faire du mal, ils vont finir par nous faire du mal, hein. Parce qu'on a vu le cas du pauvre Bazoum ici, hein. Ok? Les gens ont ouvert leur bouche pour dire, ouais, t'inquiète, on vient te chercher. Ils ont rassuré leur ambassadeur et puis résultat des courses,
le monsieur, il est toujours en otage, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, là, nous, on a notre paravent, on a notre, c'est même pas un épouvantage, mais on a quelqu'un qui nous rassure, qui nous protège. Nous, on va se battre pour le lui rendre, mais bien comme il faut, quoi. On a bien compris. Vraiment, les RAGP, là, vous êtes trop nombreux. Moi, je suis Parce pas que totalement moi, d'accord avec vous, hein, mais je laisse moi, je suis vraiment, je le dis en tout état de cause, je suis vraiment déçu du RAGP. Déçu. Ah, c'est ton Déçu. problème. Ah, je suis déçu à tel... Non, mais tu ris, mais tu vois, je peux pas comprendre que il y a des cadres comme, qu'on appelle ça, Adama Bictogo, il y a des cadres comme Achille Patrick, il y a des cadres comme Télé Birama, des grands cadres comme ça, qui ont de l'expérience gouvernementale, tu vois, qui aujourd'hui, là, bon, je sais que Kokora, il va pas aimer ça, mais Oui, mais qu'ils soient tous réduits. l'environnement est hostile, Daouda. Non, mais c'est vrai, je comprends, mais C'est pas à l'heure des expériences. non. Télé Ibrahima aujourd'hui, là, c'est un super ministre de la Défense. Il connaît la défense, c'est pas aujourd'hui. Moi, je suis pas Non, d'accord. on peut répondre. Parce hein. Il peut- qu'aujourd'hui, non, je cherche pas des réponses. Laissez-moi m'exprimer sur la question. Parce Ok, que, fini. mine de Après, rien, bon, je vais je trouve répondre. que, je trouve que Gars, tu peux aujourd'hui, faire monter Abou Côte d'Ivoire, s'il te plaît. c'est qui Abou Côte d'Ivoire là? Abou Côte d'Ivoire, l'autre fois, c'est lui qui a fait l'exposé sur l'éducation, là. Ah, d'accord. Il y avait dit qu'à 1h du matin, il est fermé, hein. Vraiment. Tu peux fermer, il n'y a pas de problème. Voilà, Mais c'est parce qu'il qu'il y a avait dit parlé que... en bas. Non, en fait, Abou, désolé, mais je suis à la maison, je suis en serviette, je m'apprête à aller me doucher, tout et tout, voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, là, les RAGP, là, vous êtes trop beaucoup. Excusez-moi. Mais Moi, je suis aujourd'hui, on n'est pas déçu de vous. RHDP, on est RDR aujourd'hui. Non, C'est aujourd'hui la même fête. là. Voilà, moi, je suis vraiment déçu de Mais il n'y a vous. que deux personnes, Je il n'y a suis- que Kokora et je- moi. Sisben, c'est société Où tu- civile. Ricata, c'est société civile. Non, moi je suis déçu. Et ma plus grande déception même, c'est Kokura. Je le vois heureux, enthousiaste, comme un jeune garçon je sais pas. Mais Daouda, Kokura, tu moi, as tu quel m'as pas problème? entendu, j'attends depuis là, mais je suis d'accord avec toi Non, aussi, hein. Je suis toi d'accord tu es avec de la toi. société civile comme moi, mon frère. Voilà. Mais avant que tu ne prennes la parole, j'aimerais attendre mon petit frère Boloy. Parce qu'au moins c'est le seul qui pourrait essuyer mes larmes en cette soirée-là. Sinon, c'est Non, le non, gars du non, non, RAGP là. attends, donne-moi une minute, Daouda, Non, tout de même. non, ça- tu non, tu n'as aucune minute. Non, 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 tu non, n'as si aucune c'est- minute. Je te non. ferme ton micro. Je te ferme ton micro, c'est la dictature. Boloy, prends la parole. D'accord. Bonsoir, vieux. Bonsoir, bonsoir. Ici, mon déplacement, c'est pourquoi il y a des soucis de réseau. Bon, j'espère aller au bout. En tout cas, mon vieux Daouda, au-delà, je te note 7 sur 10, mais 8 sur 10. J'étais très, très bon. J'ai regardé l'émission, j'étais très incisif. En tout cas, j'étais bien. Et moi, franchement, j'ai écouté le président de la République. J'ai deux questions qui me viennent en tête, hein. D'abord, merci à lui pour l'expression. On pourra sortir ça si on nous prend en train de régner ce qu'on a dit. On pourra dire que le devoir transcende, c'est pas le devoir transcende souvent la parole donnée de bonne foi. Ça, c'est une formule. C'est une formule qu'on va enregistrer. Mais pourtant, ça Donc, pour moi, s'explique, c'est la- hein, Boloy. Non, 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 pardon, j'ai pas besoin d'explication. Non, Paris, vraiment, je n'ai pas besoin de ta parole aujourd'hui. Les interventions pirates d'un RAGP là, à part Koukoura. Première intervention d'un RAGP là, il le boit. Bon là, il faut parler. Moi, la question que je veux poser aux gens du RHD, non, même pas eux-mêmes, à tout le monde, c'est de savoir, le président dit qu'il se représente qu'il se représente pour un autre mandat parce qu'il y a des contingences sécuritaires, économiques liées aux facteurs exogènes pour l'économie et puis pour la sécurité par rapport à la sous-région. La question que je pose, c'est que si dans 5 ans, parce que le président, il n'en sait rien, si dans 5 ans, les mêmes conditions sont là, parce que l'économie mondiale, là, malheureusement, c'est pas la Côte d'Ivoire qui contrôle ça. Et à travers ce qu'on voit, les Brics qui veulent dédollariser le monde et les djihadistes qui sont encore en train de prendre pied dans les pays de l'AES, si la situation demeure en 2030, là, qu'est-ce qu'on va nous sortir encore? Parce que le dire comme ça veut dire que dans tout le RHDP, je dis même pas dans tout le pays, dans tout le RHDP, personne n'est capable d'assurer notre sécurité. À demi-mot, c'est un aveu d'échec. Parce que si au bout de 15 ans, il n'a pu former que mon oncle, qui malheureusement, grâce à Dieu, malheureusement nous a quittés,
au bout de 5 ans, qui pourra former? C'est un aveu d'échec à demi-mot. Donc, moi, les questions demeurent. Si dans 5 ans encore, la situation sécuritaire est là et les contingences économiques du monde externe sont là, quel est encore le truc qu'on va se ressortir pour dire que je suis encore candidat? Est-ce qu'on va faire une modification de constitution? Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que je considère que là où on est on est à 15 ans d'exercice du pouvoir. Il est l'heure de faire un bilan, de voir ce qui a été fait de bien ou de mal, et puis on en tire des leçons et on donne la transmission à une nouvelle génération. Et puis je veux dire un truc qui m'a beaucoup choqué. Le président a dit en 2020, je voulais transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Ça m'a beaucoup choqué de la part du président. Bon, le président ne transmet pas de pouvoir à une nouvelle génération. C'est pas le roi du président. C'est le peuple qui donne le pouvoir à une nouvelle génération. Le dit même d'abord là, c'est fait un mélange de genres. Il a voulu que mon oncle soit candidat et maintenant ça sera au peuple de décider de lui accorder sa confiance ou pas. Mais le dit comme ça mélange un peu comme si on est dans une sorte de monarchie. C'est le président qui désigne le futur président. C'est assez révélateur de la présence d'esprit dans laquelle le président est. Donc moi, je suis là, je suis ni triste, ni content. Je suis même pas surpris. Ceux qui disent qu'il est sorti dans le dos, non, je suis pas. Je suis juste dubitatif de voir que M. Alassane Ouattara, tout bon leader qu'il est, au bout de 15 ans, n'a pas pu avoir des cadres qu'il a formés. Et tout le RHDP s'en gargarise, alors que ce que le PDCI vit actuellement, ce que le PPACI vit à moitié, le RHDP va vivre sa puissance 1000 en 2030 parce que la bataille des zéros va se passer et nous, on aura déjà assaini nos partis politiques. Et franchement, ce qui arrive, ça m'inquiète pour le RHDP, mais bon, ça me fait un peu plus sourire que pleurer. Donc, Daouda, voilà ce que je voulais dire et je te réitère encore mes encouragements. Merci beaucoup, mon petit frère. J'ai une question pour Bolay, s'il te plaît. Ok, Gougoura, vas-y, et puis après, je donne la parole à mon frère Kaza. Non, attends d'abord. Bolay, pourquoi vous avez choisi Gbagbo comme votre candidat? Quels sont les facteurs qui ont milité donc, en son choix? Parce que c'est notre leader naturel. Ah, c'est votre leader naturel, c'est ce que tu as dit, hein? Oui, oui. Est-ce qu'il a pu former aussi des gens donc pour prendre sa succession? Mais bien évidemment, M. Awadon Melo, avant qu'il ne sorte du bois, était évoqué à tout bout de champ. Ok, d'accord. Donc, mais pourquoi vous n'avez pas choisi quelqu'un d'autre, puis c'est Gbagbo vous avez choisi? Non, parce que, bon, M. Kouroua, vous essayez de faire un parallèle qui n'a pas lieu. Je réponds. Je te pose des questions. Non, je réponds à votre question. Je réponds à votre question. On a choisi Laurent Gbagbo parce qu'il n'a pas dit qu'il allait faire une passation comme le président actuel l'a dit. Il ne l'a pas dit. Il a dit que c'est votre candidat pour faire un autre mandat et après il ne ferait pas d'autre mandat. Mais M. Koukoura, si vous le permettez, non, moi j'ai des réponses à ça, M. Koukoura. Excusez-moi. Le président Ouattara l'a dit lui-même. Il va soutenir le PDG. S'il te plaît. Non, mais je n'ai pas dit de ne pas le soutenir. Moi, tu n'es pas du PPS. Non, le président Ouattara l'a dit lui-même. Non, j'ai compris, le président a dit. Non, écoute-moi. Voilà, maintenant, nous, on a choisi Laurent Gbagbo. Je n'ai pas posé de questions sur Ouattara. Vraiment, moi, je n'aime pas que lorsqu'on vous pose une question, vous allez à gauche, à droite. J'ai compris tout ce que tu as dit sur Ouattara. Il a dit c'est bien. Maintenant, je t'ai posé une question. Pourquoi vous avez choisi Gbagbo Laurent? Tu dis c'est votre leader naturel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas formé des gens. Mais comme c'est votre leader naturel, vous l'avez choisi. Donc, ceux qui écoutent ont écouté. Tu vois, ça dit, on peut avoir 1 milliard de cadres formés et puis ne pas les choisir parce que ce ne sont pas les candidats naturels. Première chose. Tu dis, Laurent Gbagbo n'a pas dit qu'il va transmettre le pouvoir à une génération. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2010, Gbagbo a dit qu'au-delà de 75 ans, on ne peut pas être candidat. Ça aussi, c'est une parole donnée. C'est un principe. Mais aujourd'hui, il en a 80. Mais il est candidat. Mais c'est votre choix. Que tout le monde respecte. Moi, je dis toujours, il faut être cohérent dans la vie. Je peux répondre? Non, attends, s'il te plaît. Gbagbo est à la tête de... Même en prison, il était votre candidat. C'est-à-dire que Gbagbo n'était même pas encore en Côte d'Ivoire. Il était votre candidat en 2020. Parce que c'est votre choix. Parce que c'est votre candidat naturel. Mais qu'on respecte. Cela ne veut pas dire non plus qu'il n'a pas formé des cadres. Mais à l'unanimité, vous avez dit c'est Gbagbo. Mais nous aussi, à l'unanimité, on dit c'est Alassane Ouattara.
Mais pourquoi est-ce que vous voulez donc choisir Gbagbo, qui n'est même pas sur la liste électorale? Mais vous dites c'est lui, c'est plan A jusqu'à Z. Est-ce que cela signifie que Gbagbo n'a pas formé des gens au PPACI? Pourquoi vous, votre choix là doit être respecté, quelles que soient les conditions, mais nous, notre choix là ne peut pas être respecté parce que Ouattara a dit ceci, il a dit cela. On dit il a dit, mais nous là, on dit c'est notre choix. Où est le problème? Vraiment, moi je pense que... Monsieur Kokora, Oui. excusez-moi, il n'y a pas ici un problème de morale, il n'y a pas un problème d'éthique. Qu'est-ce Quand qu'il y le a pas président dit que... Non, mais il y a un problème à minima de morale. Quand le président dit que il me sera difficile et que même lors d'une intervention publique, il dit que laissez-moi me reposer parce que la charge du président, vous ne savez pas ce qu'elle englobe tout. C'est ça. Donc il y a... Mais à minima, voilà pourquoi je te posais la question. non, Est-ce s'il vous plaît, que... je finis. Non, attendez, non, il y a compris. non, C'est attendez, une je question finis. de morale, c'est une question d'éthique. Non, je finis. Non, je finis très Tu vas rapidement, s'il vous plaît, répéter s'il vous ce plaît. que le président a dit. Donc, je dis, Non, je sais tout ça. non, je ne vais pas répéter. Ne nous prenez pas en exemple. Considérez que nous, on a fait une bêtise. Vous êtes Donc vous avez fait obligés une bêtise. Ok, là, le débat... Non, j'avance. ne nous prenez pas parce que nous, on n'a pas tendance à être vos exemples. Parce que le président lui-même l'a dit que c'est une charge. Non, je vais finir. Je pense que tu as répondu. Tu dis devant 600 personnes, 700, que vous avez fait une bêtise. Non, parce que tu te sers de... Vous savez de nous pour justifier ce que le président a dit qu'il ne ferait pas. C'est-à-dire, je veux, dans la vie, il y a une logique. Tu vois? Exactement, c'est la logique. Écoute-moi, dans la vie, si moi je mange pas porc là, je vais pas aller boire sauce de porc. Je peux pas dire, comment on appelle, moi, mais je peux pas être voleur. Et puis dire à Bolay, pourquoi il vole? Alors que moi, je suis voleur. Tu comprends? Moi, je veux qu'on soit logique. Quelqu'un peut venir me dire, un gars d'Assalé Timoko venir me dire ça, il n'y a aucun problème. Mais toi et moi, on est dans la même situation là. Et puis c'est toi qui as même parlé de morale et d'éthique. Non, on n'est pas dans la même situation, M. Kokora. Mais non, je vais dire là, c'est toi-même qui as reconnu, écoute-moi. C'est toi-même qui as dit... Non, je dis que le président lui-même, il a dit que ça bouge. Mais écoute-moi, mais je dis aussi... Mais pourquoi tu dis que... la parole. Bon, d'accord, je mon micro, non, je t'ai posé une question, c'est moi qui t'ai J'espère que je pourrai répondre. Voilà, non, tu vas répondre. Mais j'ai dit, Laurent Gbagbo a dit qu'à 75 ans, on ne peut pas être candidat. Quand il le disait là, mais il n'était pas sous l'influence de quelque chose. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il pense. C'est sa conviction. Mais aujourd'hui, il a 80 ans, il est candidat. Il n'est pas sur la liste électorale, mais il est candidat. Il était en prison, mais il est candidat. Donc la logique que tu évoques en disant, si Alassane Ouattara a oublié de revenir sur sa parole, cela signifie qu'il n'a pas formé de personnes capables donc de prendre la relève. J'ai dit, bon, si ta logique est vraie là, mais ça veut dire que c'est vrai aussi pour Gbagbo Laurent. Donc tu es très mal placé. Voilà, tu es très mal placé pour nous, aujourd'hui même à Ouaddomelo. Donc il propose une candidature de précaution, mais aujourd'hui on sait tout le problème qu'il a subi. Voilà. Donc tu ne peux pas reprocher à quelqu'un une tare, ce que tu considères comme une tare, et puis toi-même de l'appliquer, et puis tu dis non, faut pas nous prendre comme exemple. Même si on a fait des bêtises, et fini. Même si on a fait des bêtises, faut pas nous prendre comme exemple. Donc, tu vois que dans la vie, il faut avoir quand même, quand tu parles d'éthique et de morale, mais tu n'as pas d'éthique ni de morale également. Voilà. Si tu étais propre à ce niveau, j'ai dit, ok, là, le monsieur, il a raison, il peut me conseiller sur ça. Mais toi, tu n'es même pas propre. Et puis, tu veux me choses. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est ce que je voulais dire. D'accord, je vais répondre. Moi, je me permets de... Je me permets, tu sais que j'ai encore la fibre de Gbagbo encore en moi, donc je peux répondre à M. Kokora allègrement. Donc, M. Kokora, il est important de mettre en contexte les choses, parce que ce que vous venez de faire avec le jeune homme là, c'est un prétexte. Parce que M. Laurent Gbagbo, avant qu'il n'arrive à 75 ans, mais il n'a pas pu diriger ce pays parce qu'il a co-géré ce pouvoir avec la rébellion, avec le RHDP, avec tous les partis qui vont avec. Quand j'ai dit le RHDP, c'était pas encore le RHDP, mais j'ai pas du MFA, de l'UDPCI, du RDR, du PDCI. Donc, le monsieur a été injustement envoyé en prison. Il y a eu un procès dans lequel il a été acquitté. Mais il estime aujourd'hui qu'il a été injustement envoyé en prison. Il a été injustement accusé de certaines choses qui pour lui sont fallacieuses. Donc il estime que son nom, son honorabilité, sa crédibilité ont été mis dans la boue. Donc avec son parti aujourd'hui, il se met dans une disposition de dire « je dois laver mon honneur, c'est mon dernier combat ». Donc avec ses camarades militants, ils sont tombés d'accord sur ça, sur ce principe-là pour dire que advienne que pourra, mais Laurent Gbagbo va aller jusqu'au bout.
Pourquoi on lui lave son nom? Donc, on ne peut pas revenir, on peut pas venir lui jeter à la figure que, oui, il a dit dans les années de sa gestion qu'à 75 ans, on ne peut plus gérer le pouvoir. Pendant qu'il est dans un autre combat qui est de laver son nom. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui ici. C'est de cette question qu'il s'agit. Les gars, pardonnez. Qu'est-ce qui a sali son nom? Non, laisse ça même, laisse ce côté. On peut parler sur ça. C'est un autre débat, Daouda. Moi, Daouda, tu sais, tu as dit, tu as donné, et tu as bien fait, tu as donné les raisons pour lesquelles Gbagbo est revenu sur sa décision. Donc, tu as évoqué des raisons. Je suis d'accord avec toi. Mais quand Ouattara aussi évoque des raisons, on dit non, il faut qu'il lui reste collé donc à sa décision. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Ouattara explique un certain nombre de choses. Tu dis pour telle raison, je pense que, ou bien j'ai décidé d'être candidat. Ce sont les raisons de Ouattara. Ce que tu expliques là, Gbagbo n'a pas pu gouverner, il veut laver son honneur. Ce sont les raisons qui nous poussent à revenir donc sur son principe de 2010 en disant quand on a 75 ans, on ne doit pas être candidat. Mais vous acceptez les raisons évoquées par Laurent Gbagbo, mais vous ne voulez pas accepter les raisons que vous voulez pas évoquées par Alassane Ouattara. Mais ça, c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je ne reproche, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne reproche rien à la volonté de Gbagbo d'être candidat ou de ses militants de choisir Gbagbo comme candidat. Vraiment, je n'ai rien à leur reprocher. C'est leur choix. Daouda, en démocratie, tu ne peux pas t'opposer au choix de la majorité. On ne peut pas imposer aux militants du PPACI un choix. Ils se sont levés, ils ont vu Aouda Domelo, ils ont vu Damana Picasse, ils ont vu Katina Kone qui est docteur, ils ont vu Oubé Oulaye, Dalon Guigué, tous ceux-là, qui sont plus jeunes que Gbagbo, qui ont peut-être même plus de diplômes que Gbagbo. Et puis ils ont dit, nous là, c'est Gbagbo on fait. Pourquoi vous pensez qu'ils n'ont pas le droit de choisir Gbagbo? Donc si on est d'accord, Daouda, sur le principe que le choix des militants de Gbagbo est légitime, pourquoi est-ce que les gens pensent que nous, notre choix n'est pas légitime? Et que les raisons qu'on évoque ne sont pas suffisantes pour justifier notre choix. Moi, c'est ce que je ne veux pas. Dans la vie, il faut de la cohérence. Ça a été d'accord avec la décision de Gbagbo, avec toutes les situations que toi tu connais. C'est-à-dire, le gars, mais quand on le regarde là, c'est seulement sauf si on veut être de mauvaise foi, Gbagbo, il est fatigué. En tout cas, à le voir physiquement, on sait que ce n'est plus le Laurent Gbagbo de 2010. Mais on dit, non, malgré tout ça là, nous, on veut Gbagbo comme candidat. Et celui qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, il est exclu du parti. Parce que c'est notre choix démocratique. Mais nous aussi, on dit, notre choix là, c'est Alassane Ouattara. Tu vois? Mais vous dites non, pour lui là, c'est une question de morale et d'éthique. Daouda, où c'est toute la cohérence? C'est ce que moi je reproche à nos amis du PPACI. Sinon, je n'ai rien contre leur choix. J'estime que leur choix, il est légitime. Les gens se sont réunis et puis ils ont dit, c'est Gbagbo, nous on veut. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit être contre le choix, alors que tu n'es même pas de leur parti politique? C'est la démocratie qui l'emporte. Voilà. Donc, si vous voulez mettre la décision de Gbagbo, de Ouattara sur la balance de la morale et de l'éthique, mais on va mettre aussi pour Gbagbo là sur la balance, sur la même balance. Et puis on va faire le débat, c'est tout. Voilà. Daouda, je peux aller 30 secondes. Vous n'avez pas répondu à ma question, hein. Monsieur Koura, vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Quelle question? La question que je vais poser. Laquelle? Le président, il a invoqué des contingences internationales comme la sécurité et puis l'économie mondiale. Ces questions-là, il ne les maîtrise pas. Il ne maîtrise que le territoire ivoirien et l'économie ivoirienne. Si ces contingences-là, parce que je les considère comme fallacieuses et inopérantes, s'il y a demain encore en 2030, là, quelle sera encore l'excuse? D'accord. C'est la question que j'ai posée, vous n'avez pas répondu. Non, parce que vous avez pris le cas de Laurent Gbagbo pour fuir la question. J'ai compris, je vais répondre à ta question. D'abord, avec des sigles, on peut construire tout un monde. Je ne fais pas de politique fiction. Je peux te prendre un autre exemple banal. C'est comme mon père. Moi, je suis encore très petit. Et puis, mon père dit, bon, je t'envoie à l'école, c'est moi qui m'occupe de toi. Mais si mon père meurt, je fais quoi? Voilà. Est-ce que je vais disparaître? Chaque décision est prise conformément au contexte présent. C'est comme si tu me disais si Ouattara est éternel ou bien Gbagbo est éternel. Ils ne sont pas éternels. Tu vois? Donc, on ne sait pas ce qui va se passer en 2030. D'ici là. Mais pour l'heure, là, c'est lui qui est là. C'est comme Messi joue ballon. C'est celui on compte. Drogba, là, c'est le meilleur, c'est lui qui on compte. Et puis on dit si Drogba est blessé. Mais s'il est blessé, on va le remplacer. C'est une situation qui arrive.
Donc, en fonction donc, des situations qui arrivent, on prend des décisions. Voilà. Si en 2030, il y a une autre situation, on prendra des décisions. Mais déjà, on ne peut pas dire ce qui va se passer en 2030. C'est comme si je te posais la question, mais si Gbagbo mourait, vous faites quoi? Voilà. Mais pour le moment, là, il est vivant. Et donc, il mène la bataille d'aujourd'hui parce qu'il est présent. Mais si demain il n'est plus là, mais vous allez continuer la bataille. Voilà. Donc, en fonction donc, des situations qui vont arriver dans le futur que nous ne pouvons pas envisager, mais en fonction de ça, on va prendre des décisions. C'est ça aussi l'homme. Tu fais des projets, tu les mets en place, et puis, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de projets. Je fais des projets, maintenant tout le reste dépend donc de la nature des choses, des événements, de leur succession, et aussi de la volonté de Dieu. Voilà. On a choisi Amadou Gon, mais il est décédé sur nous, on s'attendait à ce qu'il décède. Mais quand il est décédé, on a pris une autre décision. C'est ça aussi, la capacité des hommes à s'adapter donc aux situations. Pour l'heure, là, on dit à Ouattara, il est prêt pour le boulot, en fonction donc du contexte. Donc, il va pour le boulot. Ce qui va arriver dans l'avenir, là, on ne sait pas, donc on ne peut rien prévoir. Voilà. Mais pour l'heure, c'est la décision actuelle qui est importante. Merci beaucoup, Kokora. Très rapidement, j'ai laissé la parole à JM, puisque je suis là. Je veux savoir. Est-ce que la vidéo. C'est une question que je pose. Est-ce que la vidéo là, c'est en direct? Quelle vidéo? Non, tu n'as pas de... Non, la vidéo du président où dit qu'il est candidat. Je veux juste savoir parce que mais sa vidéo, écoute-moi. Tu parles du président comme ça, quoi. Non, mais Boloy, pour te dire la vérité, toutes les adresses du président là, ça n'a jamais été en direct. C'est quelque chose qui est enregistré chez lui et puis on envoie aux chaînes de télévision. Mais c'est pas ça qui est le plus important, c'est le message qui est le plus important. C'est pareil pour tous les présidents. C'est pareil pour tous les présidents. Non, je sais, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas les agités du bocal. Ok, donc ce qu'on va faire, je vais laisser la parole à JM. Comme il dit, il va descendre là. Il va faire une précision. Exactement. Voilà, de 30 secondes. Moi, je voulais juste aller dans le sens de Kokora avec Boloy. Quand il est monté, il a demandé est-ce que c'est pas un échec d'avoir toujours le président Ouattara comme candidat pendant que il devait préparer une succession. Et quand il parle du côté de PPACI et puis Gbagbo, c'est la logique aussi, c'est la même chose, puisque lui aussi, il devait aussi préparer une succession. Donc là, moi, je suis pas, les deux, c'est la même chose. Moi, je suis d'accord avec Kokora sur ce sens, dans ce sens. Donc, vous pouvez pas reprocher aux autres et vous faites la même chose. C'est la logique. Ça, c'est vrai. Voilà, Daouda, allez, merci. Je vais. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Ok, Nord-Sud, toi, tu es au Canada, tu es une société civile comme moi. Moi, en tout cas, ici, dessus du RAGP. Quelle est toi ta position Nord-Sud? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kokora. Kokora, tu n'as même pas pris mon appel aujourd'hui là. D'habitude, tu me rappelles. Non, j'arrête à te rappeler. Ça dit, je suis réveillé et puis. Ouais, j'ai besoin de te parler. Ouais. Donc, j'arrête d'appeler. Je vais t'appeler après. Ok, ouais. Je sais que tu me rappelles toujours. Ouais, mais Boloy, Kokora a contredit Boloy. Hein. Effectivement, si ça s'arrêtait à moi là, ni Ouattara ni Gbagbo, ils doivent se reposer. Je suis d'accord, mais il a dit des choses, excusez-moi, mais monsieur Ouattara, monsieur Gbagbo, monsieur président, comme vous voulez, on a un réflexe d'appeler les présidents par leur nom ici. En fait, je dirais que Ouattara, monsieur Ouattara, président Ouattara, que j'aime bien, qui a fait un bon boulot. Aujourd'hui, moi, je suis content. Jusqu'à dans mon village, je vois tout. Mais je pense qu'il a des bons lieutenants quand même qu'il pouvait placer. Je me disais peut-être qu'il allait faire ça, mais j'avais cette option aussi. Moi, ce que je vois, il va rester, il va passer, puis il va se mettre de côté, puis quelqu'un va se préparer un peu comme Amadou Gon, ça s'est préparé dans les 3 dernières années avant qu'il soit candidat, qu'on voyait venir aussi. Moi, je pense dans ce sens. Maintenant, Boloy, quand tu critiques, comme on dit là, quand tu veux, il faut regarder dans l'œil de ton voisin. Il faut voir dans toi aussi s'il n'y a pas de la paille. C'est ce que Kokora a pris pour te contrer. Il t'a posé des belles questions qui est embarrassantes, que tu avais du mal à répondre. Mais moi, j'aimerais voir un changement quand même dans la vie politique ivoirienne. Mais le président, il a mentionné quelque chose de très important, la sécurité.
Et aujourd'hui, c'est une chose très importante, étant donné que nous sommes entourés des pays où il y a ce que vous savez, les terreaux, et puis bon, c'est menaçant pour nous. Donc, il y a cette sécurité qui est garantie qu'on veut voir continuer parce qu'on a nos parents encore là-bas, nos frères et sœurs, et on veut que notre pays continue de prospérer. Il a avancé des points aussi qui sont pour moi valables pour le fait de rester. Mais moi, je pense que même s'il reste, il dit qu'il est en bonne santé, hein, mais on voit l'âge. Souvent, on a notre esprit, ce qu'on veut faire, et puis il y a ce que le corps va décider. Donc, on pourra rien contre. Moi, je le vois, il est un peu fatigué, mais il va passer la relève. Pendant moi, je pense que c'est pour juste assurer la transition, passer les élections, mais je vois peut-être il va passer quelqu'un d'autre. Voilà, honnêtement, j'ai pas de choix, plus. Mais ce que Kokora a dit aussi, si c'est M. Laurent Gbagbo, il y a un retour. Pourquoi on insiste surtout que la candidature a été rejetée. Donc, il fallait penser à un remplacement. On a vu Awadon Melo qui s'est lancé, mais on a vu comment il a été critiqué. C'est vrai, on va dire c'est au FPI seulement, mais ça peut exister au RDR aussi, comme une fois Dioumani a dit. Même celui qui va être candidat, peut-être c'est dans la chambre avec sa femme qu'il va dire ça. Donc, moi, je pense que c'est bien qu'il soit d'un côté, parce que la sécurité et puis d'autres choses aussi. Il y a beaucoup de projets, surtout moi, dans ma région, au Guinée, où il y a beaucoup de choses qui sont en cours. J'aimerais les voir se réaliser, qui vont changer l'allure de la ville, de la ville de Guinée. Tout ça aussi, mais on s'est dit, mais s'il y a quelqu'un de plus bien, est-ce que ça va continuer? Mais l'État est toujours une continuité. Et les budgets déjà sont votés pour ces projets-là. Je pense que ça va se réaliser. Et, en tout cas, j'aurais aimé voir une nouvelle génération, mais on va être patient. On va attendre encore dans 5 ans pour voir ça. Je veux voir une nouvelle génération, mais tout sauf les F6, là. Je veux pas des F6. Moi, c'est mon problème, les F6. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Nord Sud. Honnêtement, bon là, moi je vais te dire quelque chose qui est assez simple. Matin, je pense que tu avais un souci de connexion, mais je vais te le dire personnellement. C'est vrai que, honnêtement, comme Nord Sud, moi j'ai été. Franchement, je ne m'en cache même pas. Je ne voulais pas que le président se représente. Mais les arguments qu'il a donnés là, pour moi, hein, c'est des arguments qui s'entendent. Ça s'entend et ça peut se comprendre. Parce que Bologne, il faut regarder les choses en face aujourd'hui. Quand tu regardes aujourd'hui de façon géopolitique, de façon géostratégique, mais de toi à moi, en toute honnêteté, moi je t'ai toujours dit, l'objectivité là, c'est quelque chose avec lequel moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis pour la subjectivité tout en restant honnête. Mais en toute honnêteté, quand tu regardes dans notre pays ici aujourd'hui là, regarde tout ce que toi tu connais comme homme politique là, dans l'opposition là, qui a l'influence nécessaire pour tenir tête aujourd'hui là au niveau de la CEDEAO à Tinubu? Qui a l'influence nécessaire pour tenir tête aujourd'hui là à Faure Gnassingbé et Yadema? Qui a l'influence aujourd'hui là pour tenir tête à de grosses têtes comme Diomaye Faye, qui eux aujourd'hui là, ce pays là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ah, pardon, il y a Kalilou qui est en bas, il veut monter là. Faut voir, pardon. Bon, attends, hier j'étais par ici, il est en pause. Bon, il sait que si Ben dort, ça c'est sûr. Voilà, attends. Tu vois, tu te rends compte que aujourd'hui là, quand tu regardes tout cela, mais il n'y a pas quelqu'un qui a l'influence que Ouattara a. Pour moi, ça c'est un argument qui s'entend au niveau de la Maintenant, Bologne, je vais aller encore plus loin avec toi. Regarde au niveau de l'UEMOA. Parce qu'aujourd'hui, dernièrement, il y a eu des bisbilles au niveau de la conférence interministérielle de l'UEMOA où le Burkina, ils sont venus, ils se sont gargarisés avec l'article 11, mais ils ont oublié, je ne sais pas si c'est l'article 14 ou l'article 15 de l'UEMOA qui dit qu'il faut être à jour de ses cotisations. Ça, c'est la première des choses. Mais qui dit aussi que ta réserve d'or, ça doit aller à la BCAO.
Tu comprends? Mais voilà, je te le dis sans faux fuyant. Mais c'est l'influence de Ouattara aujourd'hui là qui fait que jusqu'au moment où nous sommes arrêtés là, le franc CFA que nous utilisons là, n'a pas encore été dévalué. Parce que si Ouattara ne met pas sa main dedans, ne met pas sa bouche dedans, là, ils vont dévaluer. Et ça, il faut l'entendre. Et là où tu te rends compte de l'influence de Ouattara, c'est que tu as vu que lors de du dernier congrès du RHDP, je crois que c'est les 21, 22 du mois dernier, tu as vu qu'il n'a pas pris part au sommet de la CEDEAO, où la présidence tournante qui s'est faite entre un anglophone et puis un francophone, là, finalement, le fait que Ouattara n'était pas là-bas, là, Diomaye Faye devait prendre la tête de la CEDEAO, mais il n'a pas pris. C'est vrai qu'il a accepté, il n'a pas parlé, mais il a été frustré. Frustré, mais c'est parti encore dans les mains des anglophones. Est-ce que tu penses que, honnêtement, quand toi tu regardes dans notre sphère ici, là, qui a cette influence-là aujourd'hui? Moi, je ne dis pas que tout ce que Ouattara a fait là, c'est bon. Hein. Je ne dis pas que c'est un saint. Je n'ai jamais dit ça. Mais s'il y a une chose dont je suis certain, les deux questions qu'il a abordées là, quand moi je regarde ça avec beaucoup de recul, et quand je regarde mon pays, pour l'amour que j'ai pour mon pays, je me dis que ces raisons-là s'entendent et peuvent se comprendre. Voici en tout cas mon point de vue sur la question. Je vais laisser la parole à Kaza, comme il est monté avant Kalilou. Juste après Kaza, je donne la parole à Kalilou. Eric, tu es là? Ouais, je suis là. Ok, donc tu gères cette modération-là, et puis pour tourner, ben là, je vais chercher à me doucher. Ok. Y a pas de souci. Donc, mais c'est à Kaza de parler. D'accord. Non, Sud, est-ce que je peux céder ta place? Il y a Dr Ibrahima qui veut être. Il va attendre, je cède pas. Ok, allons-y. Kaza, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui étaient là ce matin déjà, et puis bonsoir à ceux qui nous ont rejoints ce soir. Bon, Boulogne, tu vas bien? Elle n'est pas là, elle a toujours des problèmes de Je vais réseau. très bien. Je vais très très bien. Je suis gonflé à bloc. Voilà. Ok. Pour moi, il n'y a pas eu Donc, d'événement. on va s'essayer à l'exercice du RHDP, hein, puisqu'ils nous ont appris ça sur les panels. Quand les leaders de l'opposition parlent, eux, ils ont une façon de traduire ça. Donc, nous aussi, on va s'essayer. Le président dit notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires. Donc, au vu de ça, lui, il doit se présenter. En gros, il nous dit que depuis 30 ans qu'il est leader d'un parti politique, il a pu former seulement une seule personne qui pouvait le remplacer, qui malheureusement est décédée. Et à part ça, à part lui, on ne peut plus rien faire. Il est en train de nous dire que le vice-président ne sert à rien et que si demain il y a quelque chose, le vice-président ne peut pas faire face aux défis sécuritaires. Que le premier ministre ne sert à rien, que s'il y a un problème, il ne pourra pas faire face aux défis sécuritaires. C'est ce que le président est en train de nous dire. Et ça, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur de savoir que seul le président de la République aujourd'hui, parmi tous les nombreux cadres, la demi-douzaine, je parle seulement que de la demi-douzaine existante là, il n'y en a pas un seul qui peut assurer la sécurité des Ivoiriens aujourd'hui s'il y a un problème. Et ça fait peur. Et quand je vois des responsables de RHDP sauter de joie, mais ça doit vous faire réfléchir par deux fois. Vous qui à chaque fois, vous dites à l'opposition, plan B, cherchez un plan B, parce qu'un tel n'est pas sur la liste électorale, on s'en rend compte que vous n'avez pas vous-même de plan B. Vous n'en avez pas. Le président, il est entouré de plusieurs personnes. Les autres ont dirigé le pays sans toutes ces personnes-là. Aux représentants du président de la République, vice-président, premier ministre. Et on ne peut pas choisir un seul parmi ceux-là pour faire face aux défis sécuritaires, monétaires et économiques. Non, il y a un problème. Et on vient nous dire qu'on veut comparer ça à M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'a pas fait 15 ans au pouvoir. M. Laurent Gbagbo n'a pas fait 15 ans au pouvoir. L'alternance est où?
Et comme Boulogne a posé la question, on nous dit, avec les si, on ne peut pas faire de la politique avec des si. Non, on peut se poser des questions. Puisque à chaque fois, le président de la République, il trouve toujours un argument. Monsieur Amadou Gong, paix à son âme, qui est parti depuis 2020. Depuis 2020, on n'a pas pu trouver quelqu'un, on n'a pas pu former quelqu'un en 5 ans pour le remplacer. Non, on n'a pas pu. Il y a un problème. Donc, dans les 5 années qui vont venir, est-ce qu'on peut former encore quelqu'un? Mais la réponse est carrément non, puisqu'il y a un précédent. La réponse est non. Donc, ça veut dire qu'en 2030, si le président il est en bonne santé, il va rempiler. Moi, je ne dis même pas si. Parce qu'on dit, il y a un proverbe qui dit, il pleut, tu n'as pas pu remplir un seau, on dit, il goutte, tu viens déposer une barrique. Si en 15 ans, en 20 ans, il n'a pas pu former quelqu'un, c'est pas en 5 ans qu'il va former quelqu'un, soyons quand même un peu logique. Donc en 2030, il va rempiler. Maintenant, il faut que le RHDP nous dise que le président de la République a besoin de combien d'années pour sécuriser le pays. Il a besoin de combien d'années pour faire face aux défis, à ces défis-là. Comme ça, on est tous au courant, on sait que bon, il a besoin de 20 ans, il en a déjà fait 15, il va faire encore 5 de plus, ou bien il a besoin de 30 ans, et puis voilà. Tout ça, le péché originel, c'est quoi? C'est que le président de la République, avec le RHDP, ils auraient dû, dire que le mandat, il est illimité, et puis voilà. On passait à autre chose, il n'allait pas avoir tous ces problèmes. Moi, par exemple, je suis contre l'imitation des mandats. Parce que je suppose que dans notre constitution, quelqu'un qui a 35 ans, qui est élu, il fait 2 mandats, il a 45 ans, on ne va pas passer toute la vie à payer ce monsieur sur le compte des contribuables, il n'en est rien fait. Il aurait passé plus de temps à la retraite qu'à travailler. Donc, le RHDP devrait normalement de ne pas parler de limitation de mandat, et puis voilà, on passe à autre chose. Moi, je crois que sur le plan de formation, de succession, on peut le dire, je vais chuter s'il te plaît, on peut le dire sans se tromper que sur ce plan-là, le président n'a pas pu former quelqu'un. Merci. Ok, merci. Monsieur Quand Khalilou. on peut poser des questions, parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Hein? Bon, comme il fait nuit, c'est pour ça même que je lui ai Non, donné. c'est qu'il fait nuit, mais moi je vais poser, avant que Khalilou ne prenne la parole. Alors, Kaza, avant la mort du président, est-ce que quelqu'un parlait de sa succession, président, pardon, Bédié, est-ce que quelqu'un parlait de Thiam? Je n'ai pas... Non, je pense pas. Voilà, mais quand il est décédé, Thiam est venu prendre le parti. Est-ce qu'il fait du bon boulot selon toi? Thiam? Bon, on a tous constaté qu'il y a des ratés, mais voilà. Il gère le parti. Voilà, donc il gère bien le parti, il a même multiplié le nombre de militants. Mais avant le décès de Bédié, on ne parlait pas de lui. Et jusqu'à 2025, c'est Bédié qui était le candidat du PDC-IRDA. Mais parce que Bédié était candidat du PDC jusqu'en 2025, elle a dit qu'il n'y avait pas de cadre au sein du parti pour prendre la place de Bédié. Mais pourtant, c'est lui qui était le candidat jusqu'à sa mort. Voilà pourquoi moi j'ai parlé de Sissi. Les Sissi là, on peut aligner. Tu as vu? On peut les aligner. Mais tant que Bédié était présent là, mais on ne parlait pas d'un seul cadre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres cadres. Tu vois? Donc, qui pouvait remplacer Bédié? Mais c'est lui qui était le candidat. Voilà pourquoi souvent j'ai dit, et puis le plan B dont on parle, le plan B là, on est tous allés à l'école. Le plan B, il est choisi lorsque le plan A est en difficulté. Au RADP, notre plan A, c'est Alassane. Il n'est pas en difficulté. Il remplit toutes les conditions. Il est en bonne santé. Mais chez vous, là, quand on parle du plan B, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Thiam n'est pas sur la liste électorale. Donc, c'est tout à fait normal que lorsque le plan A est en difficulté, le plan B donc, soit choisi. Tu as vu? Donc, vraiment, les gens du PDC, du PPACI, vous ne pouvez pas, parce que Bédié est resté à la tête du PDC. Il a été le candidat du PDC jusqu'à sa mort. Et en 2025, il allait avoir 91 ans. Mais il était toujours le candidat du parti. Et ça dit qu'il n'y avait pas de cadre au sein du PDC pour lui succéder. Voilà. Donc si nous, demain, là, tout du bois, le président n'est pas là, on choisira aussi quelqu'un peut-être qui va faire mieux que lui. Mais pour l'heure, là, en fonction des analyses que nous faisons, on dit c'est lui qui est apte pour le boulot.
Mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est chose? Voilà. Hein? On pourrait aussi dire qu'à Gbagbo, aujourd'hui, là, même en prison, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était en prison et puis en 2020, il était candidat du PPACI ou bien de l'EDA. Est-ce que tu trouves ça aussi logique, Kaza? Hein? Quelqu'un est en prison, et puis même s'il est choisi comme il réussit à être le candidat, il remplit les conditions, mais il ne peut même pas battre campagne, il est en prison. Et puis on dit il est candidat. Mais ça là, tu trouves logique? Oh, mais je m'arrête là. Je n'ai jamais dit que je trouvais ça logique, mais à la différence, bon, je vais parler de Bédié, c'est lui que je connais, du président Bédié. À la différence, Bédié n'a pas promis à quelqu'un qui va faire une transmission générationnelle. C'est le président Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire. Kaza, tu dis pas vrai. Bédié a dit son dernier combat, c'était en 2010. Il a dit publiquement que son dernier combat, c'était en 2010 et qu'il ne comptait pas donc continuer au-delà même de 80 ans. Il a dit en 2010. Franchement, en toute honnêteté, je n'ai pas su verbatim. Voilà, donc non, ça existe même si tu peux taper. Voilà, tu peux taper sur Internet tout à l'heure. Jeune Afrique, il a dit de son dernier combat, c'était en 2010. Et Kakabe même, comme bon, vous ne suivez pas l'actualité dans vos partis, Kakabe même l'a rappelé en 2015 lorsqu'il a été candidat. Donc vraiment... Moi, ce qui me plaît chez les gens, mes amis du RHDP, c'est que dès qu'on dit un truc, vous dites, est-ce que parce que Bédié a fait ça, c'est bien? Non, vraiment, Kaza, moi, j'étais dans la vie, là. Non, mais tu vois, moi, j'ai dit dans la vie, là, la logique, là, la cohérence, là, si on perd ça, on va dans tous les sens. Tu as vu? Tu ne peux pas reprocher au RHDP une chose, et puis vous faites la même chose. Tu as vu? Tu es très à l'aise au PDCI-RDA. En 2020, tu étais prêt à voter BD. Même en 2025, tu étais prêt à le voter. Et puis, quand ça arrive sur la situation du RADP, les mêmes valeurs que tu connais, les mêmes principes que tu considères être vrais au PDCI, tu dis non, au RADP, c'est pas vrai. Les principes doivent pas être immuables. Les vérités ne sont pas immuables. Et puis, Kokora, assez rapidement. Non, Paris, s'il te plaît. Non, mais moi, je te dis ça, et puis je descends, t'inquiète pas, il est 4 heures du matin, je suis fatigué. Quand tu parles de, le président a échoué à lui trouver un successeur. Mais franchement, l'agité du bocal qu'on a vu hier là, qu'est-ce qui l'empêche de prendre ses vice-présidents pour être candidat? Les AK Véronique. C'est pour ça que je te dis, il faut arrêter à chaque fois. La plainte, ça c'est pour ma gueule, hein, Kaza. Voilà, moi, non, faut ma plainte, c'est ma plainte. Voilà, non, mais il faut arrêter ça. Parce que moi, je ne permettrai pas que quelqu'un insulte même les responsables du RHDP au plus. Ah, faut les insulter, il y a prison dedans. Non. Moi, je suis pas, j'ai pas été éduqué comme ça. J'ai pas été éduqué comme ça. Non, donc Diam, lui, il a été mal éduqué, quoi, Kaza. Puisqu'il a insulté tout le monde. Comme ça, c'est son problème. Moi, j'ai dit, on va laisser M. Kalilo. On va laisser la parole à Kalilo. Voilà pourquoi il y a un débat logique. Ça dit, M. Thiam, il traite les gens d'imbéciles, d'idiots. Il traite même une femme d'ordure. Tu es d'accord avec ça, mais tu n'es pas d'accord avec Paris. Donc, il dit, Thiam était agité. C'est quand toi et moi, on a eu un débat, puis il te dit, je suis d'accord avec ça. Okay. Mais il faut quitter, donc, M. Thiam, puisque tu ne tiens la bonne éducation. Hein? C'est ça aussi, il n'y a pas de logique et de cohérence. Ton leader ne peut pas se permettre de dire à des gens imbéciles, idiots, ordures, à des femmes, parlant du président Ouattara avec beaucoup de mépris, parler de bien avec Boy, il doit se comporter comme un adulte. Tout ça. Et puis, toi, tu es encore dans ce parti, tu viens reprocher à Paris, même qui n'a pas insulté, qui a dit le gars était agité. Mais il n'était pas agité. Il était agité, tout le monde a vu. Voilà, Kaza, il ne faut pas faire ça. Ok. Eric, attends, je descends, tu prends Dr. Ibra à ma place, s'il te plaît. Dr. Ibra, qu'est-ce que tu as à nous annoncer? Seigneur, je le vois dans les commentaires, je vais le faire monter. Monsieur Kalilo, vous êtes là? Je suis là. Ok, allez-y. On dirait dire les mêmes choses à Dr. Ibra. Donc... bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à toi, cher frère Kalibou. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci. Alors, je sais que on est sur un panel qui est sérieux. Les débats sont portés par des voix qui sont, j'espère, enfin, que je pense bien sérieuses. Et le but, donc, doit être de se comprendre. Alors, on est dans une jeune démocratie qui a 65 ans aujourd'hui. Et on essaie donc cette démocratie doit continuer de se renforcer, de se développer, et puis avant d'être consolidée, comme tous ces pays millénaires, on a tendance très souvent à comparer notre pays aux autres pays développés qui sont des pays millénaires. Alors, ceci étant,
c'est que sur la question démocratique et de l'alternance, il faut qu'on se comprenne bien. Toute démocratie est basée sur des règles sur des règles de fonctionnement dont on se dote pour faire fonctionner la société comme il se doit. Et malheureusement, nous avons des démocraties qui sont importées au point où nous avons du mal à faire l'agencement entre nos traditions, nos cultures avec les démocraties modernes. Alors, autant dans les pays occidentaux, ils peuvent se permettre des alternances, chaque 2 ans par exemple. Je ne sais pas de justifier ce que le deuxième mandat de la troisième république du président Alassane Ouattara. J'essaie de ramener les choses dans leur contexte. Alors, dans les pays occidentaux où on a l'alternance tous les 2 ans, ces alternances-là même sont venues, je crois, après De Gaulle, en France. C'est après De Gaulle qu'il y a eu les mandats à 7 ans, et puis après, avant de passer au quinquennat. Et c'est Chirac qui a fait modifier le septennat au quinquennat. Mais Chirac l'avait bien dit, quand il modifiait le septennat au quinquennat, que ça lui donnait la possibilité de faire 2 autres mandats de 5 ans. Parce qu'il a ayant fait un premier mandat de 7 ans, et quand il a fait changer la constitution, alors ça lui donne la possibilité de faire 2 autres mandats de 5 ans. En d'autres termes, la nouvelle constitution venait de mettre fin à la précédente, donc ça consacrait une nouvelle république. Et la nouvelle république ne prend pas donc l'héritage de la défunte république. Alors quand ça c'est clarifié, et on constate également que quand vous regardez aussi en France la succession donc des présidents de la République à la tête donc de leur pays, tous les présidents inexpérimentés n'ont pas pu faire 2 mandats. Je prends le cas de Sarkozy, je prends le cas de Giscard d'Estaing, je prends le cas de Hollande. Voilà des présidents inexpérimentés qui n'avaient jamais géré auparavant, et quand ils sont venus, ils se sont tous cassés la figure au 2e mandat. En d'autres termes, nos pays africains sont si fragiles que, surtout la Côte d'Ivoire, qui est entourée de sable mouvant, avec des régimes assez instables, si, encore que en 2010, la Côte d'Ivoire, je veux dire qu'on n'avait pas encore tous ces pays qui sont tombés sous le régime militaire. On avait à nos frontières des pays qui étaient dirigés par des présidents civils. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus exposés. Alors, pour revenir donc à ce que Boloy disait tout à l'heure, quand Ouattara dit qu'on a d'énormes défis économiques, sécuritaires et monétaires, c'est pas en vain qu'il le dit. Mais vous savez que une monnaie reste forte lorsque les pays sont excédentaires et que tous les excédents sont réservés, sont reversés à la BCEAO sous forme de réserve pour soutenir, je veux dire, la volatilité de la monnaie. Alors, la question devient sensible. À partir d'aujourd'hui, vous savez que le Mali, le Burkina et le Niger quittent la CEDEAO définitivement. Bon, dès lors qu'ils quittent la CEDEAO définitivement, parce que c'est le délai qui leur était imparti expiré, je crois, aujourd'hui ou hier. Donc, du coup, ils sont plus membres de la CEDEAO. N'étant plus membres de la CEDEAO, c'est-à-dire à tout moment également, ils peuvent se retirer de l'UEMOA. Donc, en quittant l'UEMOA, même s'ils ne représentent que 25 ou 28%, ça va être un manque à gagner qu'il va falloir combler. Donc, quand il parle de défis monétaires, il faut comprendre ça dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que si ces 3 pays sortent, il va falloir que le reste des pays travaillent davantage à créer des excédents budgétaires, de sorte à pouvoir continuer de constituer la réserve monétaire pour ne pas que justement le CFA connaisse une autre dévaluation. Donc, c'est un défi. Ça paraît anodin, mais c'est un grand défi. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, quand il parle des défis économiques, nous avons une population jeune, on fait de plus en plus de nouvelles découvertes, nous aspirons à être des pays développés, donc il va falloir bonifier non seulement le capital physique, le capital humain, et puis le capital technologique, pour créer davantage d'entreprises pour pouvoir absorber tous les autres capitaux. Donc, c'est un défi énorme. Mais lui, en le faisant, les autres ne le font pas. Donc, ils ne remplissent pas les critères de convergence, de sorte que
la Côte d'Ivoire, à un moment donné, va être la locomotive donc, de la sous-région, mais plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, si tu n'as pas un président expérimenté, capable, à partir de ces hypothèses, donc de ces projets, pour maintenir cette stabilité-là, vous voyez que c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va s'écrouler. Donc, quand tu le dis, c'est à dessein. Mais le devoir de rester est plus important que justement l'envie personnelle de partir. Parce qu'il est soucié de sa nation. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi on demande une alternance? C'est bien de faire de l'alternance, mais on fait une alternance pourquoi? Si tel est que notre but est d'arriver rapidement à un développement. Est-ce qu'on alterne pour reculer, pour traîner, ou bien on laisse pour avancer plus vite? Voilà les questions qui se posent. Les denrées, les ressources compétentes en Afrique, je dis bien les ressources compétentes, capables de gérer la question économique des pays, sont tellement si rares en Afrique que quand on en trouve une, mais il faut s'en accrocher. On voit le cas de beaucoup de pays qui ont fait des alternances, mais à chaque alternance, c'est un recul. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Mais on a connu ça ici. En Côte d'Ivoire, après le départ de Faux-Boigny, tous ceux qui ont succédé, leur apport a été de faire reculer la Côte d'Ivoire. Donc nous qui sommes la jeune génération, on doit être bien conscient de cela. Mais je vois qu'on est un peu trop euphorique. On veut forcément changer pour changer, et non de changer de la qualité vers une qualité supérieure. Parce que de tous ceux qui parlent aujourd'hui, de tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui, comparativement à Ouattara, qui atteint sa cheville en matière de gestion macroéconomique des pays? Qui? Vous allez me dire, Thiam, on l'a écarté. Certainement, Thiam a été écarté de par lui-même, de par son incapacité à faire la bonne lecture pour être candidat dans un pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, le temps a fini par le faire découvrir, au point où on dit, attention, on a un président, on a un candidat qui est beaucoup plus impulsif, ou bien qui cachait, si tu veux, qui est une personne à double face, et que les premières résistances à son ambition le font découvrir, mais gravement. Au point où tout le monde se pose la question, est-ce qu'on n'a pas bien fait de retarder? Parce que si ce monsieur devenait un président de la République, ça va être grave pour nous. Parce que si Alassane Ouattara devait réagir à tout ce que les gens lui ont dit depuis 17 ans, mais il serait peut-être mort. Regardez le nombre de... regardez comment il a souffert, son parcours a été vraiment obstrué. Il est passé d'embûche en embûche, en difficulté, des difficultés à des difficultés beaucoup plus grandes. Donc, c'est tout ça que nous devons comprendre, sortir dans l'émotivité et agir avec beaucoup plus... Excusez-moi, je bois un peu d'eau parce que fait tard et je fais une petite grippe là. Et donc, sortir des émotivités pour aller vers des raisonnements beaucoup plus rationnels et penser au pays plus que aux individus qui veulent justement incarner le pouvoir. C'est vrai, Ouattara, c'est une chance pour ceux qui sont c'est une chance pour la Côte d'Ivoire et en même temps une aubaine pour ceux qui sont des RHDP. Mais on aurait bien aimé que son successeur ait autant de qualités pour que le pays continue d'avancer comme il avance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je prends des expressions, tout ça, Bolin, ce n'est pas pour te chauder, mais quand on dit Gbagbo ou rien, mais c'est très extrémiste, c'est encore plus grave que le djihadisme. On dit Gbagbo ou rien. Ça dit qu'on ne laisse aucune ouverture. Même s'il meurt, c'est Gbagbo ou rien. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire doit mourir parce que c'est Gbagbo? Gbagbo n'a pas pu être président. Il a été pendant 10 ans. On a vu quand même ses carences. Moi, ce qui me choque dans sa gestion, c'est qu'il n'a même pas été capable de ramasser les ordures. Je me souviens encore que les ébriers s'étaient réunis pour lui dire « Ah, monsieur le président, notre village est envahi d'ordures. On ne sait plus comment vivre. Faites un effort. » Il a dit « Bon, j'ai vu avec des partenaires, j'ai monté un comité en place. Tout ce que je vous demande, tenez encore un peu. » Alors que les gens sont en train de mourir des odeurs et de l'insalubrité. Donc, quand on n'a pas été capable de remarcher même les ordures ménagères dans un pays, et encore, on était encore plus jeune, c'est pas maintenant à cet âge-là où tu vas être guidé par d'autres que tu vas être capable de faire plus mieux que ce que tu as fait avant. Alors, si c'est pour sa dignité, mais sa dignité n'est pas au-dessus de choses, sa dignité n'est pas au-dessus des valeurs que nous voulons pour la Côte d'Ivoire.
Non, moi je pense que nous sommes une jeune génération. Il faut qu'on s'entende sur ce qui va déterminer nos valeurs, si ce qui doit faire nos forces, éviter et réduire ce qui doit faire nos faiblesses pour que demain, la Côte d'Ivoire continue de progresser et soit un pays modèle en Afrique, au moins qu'on dise que en Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui a émergé, c'est la Côte d'Ivoire, qui ressemble aujourd'hui au Maroc, qui ressemble aujourd'hui en Afrique du Sud. Telle est notre ambition. Souvent, je me surprends de voir les gens se bagarrer, se chamailler sur des sujets puérils, alors que l'enjeu est de penser à ce qu'on va léguer demain à nos enfants, pour la postérité. Vraiment. Voilà, c'est un coup de cœur pour que vraiment nous ne soyons pas dans cette cacophonie, chaque fois à se tirer là-dessus et à se chamailler pour rien, mais pensons ensemble à un projet pour la Côte d'Ivoire et puis regarder quelles sont les ressources qui sont capables de porter la Côte d'Ivoire au plus haut que ce que Alassane Ouattara a fait. Donc, je vais m'arrêter. Merci. Merci. Eric, pardon, tu peux me donner 30 secondes, j'ai rectifié quelque chose que Khalilou, s'il te plaît. C'est pas une question, c'est pour rectifier quelque chose pour modifier. Voilà, monsieur Khalilou, j'ai bien aimé votre phrase, hein, je l'ai bien même noté, hein. Le devoir de rester est plus important que l'envie personnelle du parti. Ça, c'est les phrases des politiciens. J'ai vraiment aimé, ça me fait sourire. Voilà. Maintenant, par contre, ce que je voulais rectifier, en fait, s'il est vrai que Chirac était président quand ils ont modifié, ils sont passés du septennat au quinquennat. En fait, c'est la gauche qui était majoritaire à l'Assemblée nationale sous Jospin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Chirac ne pouvait pas dire que ça va lui permettre de faire un troisième mandat, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de limitation de mandat dans la Constitution française. La limitation des mandats est venue par Sarkozy en 2008. Voilà, c'est ce que je voulais rectifier. Merci à vous. Non, je reprends dessus. Moi, j'étais en France et j'étais encore en France quand Chirac a fait son premier septennat. Oui. Moi, j'ai fait même mon bac en France. Donc, je dis, la France, je la connais du bout des doigts. Oui. Et c'est Chirac qui a fait modifier la Constitution. C'est pas la gauche, c'est pas Jospin. C'est Jospin qui était, tu peux aller vérifier. C'est le président de la République qui prend l'initiative de modification d'une Constitution. Mais non, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. Non. C'est la gauche qui a modifié le gouvernement. Non, c'est pas la gauche qui modifie. C'est pas vrai, c'est le peuple. Bon, ok. Il demande aux 600 personnes d'aller chercher. Il y avait une cohabitation. Oui. Parce que c'est la gauche qui a décidé. C'est la gauche qui a décidé. C'est la gauche qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, M. Khalilou, s'il te plaît. Oui. J'ai dit, le passage du septennat au quinquennat, là, c'est sur l'initiative du gouvernement de Chirac. Mais c'est Chirac qui était président, mais il n'avait pas la majorité à l'Assemblée, il ne pouvait pas le faire. J'ai dit, mais attends, c'est le président de la République qui initie, c'est pas le gouvernement. Bon, c'est pas grave. Et pour mais non, je dis bien, non, mais faut aller jusqu'au bout. Quand Chirac accepte de faire, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit que le passage du septennat au quinquennat, ça lui donne la possibilité de faire deux mandats, mais il est usé par le pouvoir. Et je te renvoie à ces dernières déclarations. Il n'y avait pas de limitation de mandat à l'époque. La limitation de mandat arrivait en 2008 par Nicolas Sarkozy. Oui, mais par principe, il y avait une alternance. Mitterrand a fait combien de mandats? Mitterrand, il en a fait 2. Alors, est-ce qu'il s'est représenté? Non, il ne s'est pas représenté parce qu'il avait le poids de l'âge. Il y avait un principe acquis. Il y avait un principe acquis d'alternance. La Constitution française était claire, Khalilou, s'il te plaît. Il n'y avait pas de limitation de mandat. C'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais je dis par principe. Qui crée la limitation de mandat. Par accord tacite, c'était deux mandats. Un accord tacite peut être au-dessus de la Constitution, s'il te plaît. Non. Je dis par accord tacite, c'était une alternance à 2 mandats. Point. Les Français n'ont jamais élu quelqu'un au-delà de 2 mandats, à part De Gaulle. Qu'est-ce que vous racontez? Mitterrand n'a pas été réélu. Mitterrand n'a pas été réélu. J'ai dit 2 fois. Mitterrand a été réélu, mais il était vieux. Il ne s'est pas représenté. Non, il ne s'est pas représenté. Pourquoi? C'est pas parce que la Constitution le lui interdisait. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je dis par principe, c'est ce que je dis par... Toi aussi. Non, est-ce qu'on se comprend? Je dis, non, tu me comprends. Aux États-Unis, là, la limitation des mandats est venue quand?
C'est récent, peut-être c'est Kokora qui peut nous répondre. Moi, vraiment, la politique américaine, je ne suis pas trop enclin dessus, mais la politique française. Ma question est, est-ce que après De Gaulle, est-ce que quelqu'un a fait plus de 2 mandats en France? Après De Gaulle, personne n'a fait 2 mandats en France. Voilà. Alors que il n'y avait pas de limitation de mandat, tu dis que c'est venu sur Charles Sarkozy, je te le concède. Mais est-ce que personne n'a fait plus de 2 mandats? Ils sont Et battus. donc, S'ils seront battus, il faut faire comment? on avait le... Non, on avait le... Non, attends, par principe, on était au septennat, d'accord? On était au septennat. Jusqu'à la 3e République, c'est ça? Et il y a eu la 4e République. Jusqu'à la 5e République. Non, Chirac, c'était la 4e République. Quand on a changé de septennat... La 5e République, c'est toujours la 5e, elle date depuis 1900... donc ça date de Chirac. Non, la 5e République date de De Gaulle. La Constitution n'a pas été... Mais non, la Constitution a été modifiée. De Gaulle. La 5e République date de De Gaulle. C'est De Gaulle, 5e République. C'est De Gaulle. La Constitution a été modifiée sans changer de... En 1958. 58, voilà. 58, oui. D'accord, ok. Donc, quand on passe du septennat... Revenons en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de problèmes ici. Hein. Attendons de régler pour nous d'abord. Moi, je demande aux gens d'aller chercher, c'est tout. Voilà. Moi, c'est pas pour batailler avec toi, le frère Galilou. Moi, c'est pour juste dire, voilà, c'est pas pour batailler. Ok, c'était pas mal. L'objectif, en tout cas, c'est de faire en sorte que ceux qui sont connectés aussi puissent apprendre des échanges. Hein. Donc, voilà. ce n'est pas aussi mauvais. Fasco, tu es là? Est-ce que tu es avec nous? Je suis là, mais un peu occupé là plutôt. Donc... Ok, docteur Ibra, vas-y. Je sais que tu avais beaucoup de choses à nous dire. Non, je ne serai pas long. Tu m'entends, Eric? Oui, je t'entends. Vas-y. Non, je ne serai pas long. C'est pas bon. Tout à l'heure, j'étais sur un panel, sur le panel de John avec le doyen Kaza, mais j'ai essayé de reprendre un peu son argumentaire quand il dit que le président Alassane Ouattara a dit en substance qu'il y a des défis sécuritaires, des défis économiques et des défis monétaires. Oui, il le dit à propos, parce que je l'ai dit, c'est pas parce que vous avez des acquis que vous n'avez pas de défis. Donc vous avez des acquis, mais nonobstant ces acquis-là, il y a aussi des défis à relever. Donc aujourd'hui, on voit un peu tout ce qui nous entoure, donc l'environnement, je vais dire, sécuritaire qui entoure la Côte d'Ivoire. Et quand je parle d'acquis sécuritaires, je rappelle que lorsqu'on est arrivé au pouvoir, en ce qui concerne l'indice de sécurité, on était à 6,8. Donc un indice de sécurité complètement délétère. Grâce au président Alassane Ouattara et grâce à tous les mécanismes donc, de sécurité qu'il a mis en place, aujourd'hui, l'indice de sécurité est situé à peu près à 1,2, 1,3, 1,2. Donc vous avez vu la chute vertigineuse, mais importante. Docteur Ibrahim, oui. Excuse-moi, il ne faut pas oublier aussi que la préservation des acquis, là, c'est aussi un défi. Donc ça aussi, il faut rajouter. Oui, bien sûr, non, mais il y a déjà même des défis. Et c'est pas parce qu'il y a déjà même des acquis, ce n'est pas parce qu'il y a des acquis qu'il n'y a pas de défis. Et j'ai pris même l'exemple, en parlant du doyen Kaza, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui travaille. Donc, d'un commercial, c'est un exemple. Par exemple, vous, doyen Kaza, si vous êtes commercial, c'est un exemple. Mais quand vos objectifs qui vous sont assignés, quand vous essayez d'atteindre vos objectifs qui vous sont assignés, c'est pas parce que vous avez atteint vos objectifs assignés, donc vos objectifs commerciaux assignés, que vous n'avez pas de défi. Vous voulez faire plus. D'ailleurs, ce monde n'étant pas perfectible, ce monde n'étant pas, je vais dire... Pas perfectible. Oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire que ce monde, je vais dire, il n'y a rien donc de parfait. Et on veut toujours s'améliorer. Voilà, on veut toujours s'améliorer. Donc, il y a toujours des choses à faire. Voilà. Il y a toujours des choses à faire. Donc, c'est important. Donc, dit de la part du président Alassane Ouattara qu'il y a des défis, ça veut dire qu'il y a absolument rien. Ce n'est pas vrai. Quand vous prenez sur le plan économique. Personne n'a dit ça, docteur Ibrahim. Non, je viens. Tout à l'heure, on était sur un panel et ça s'est coupé. Je t'ai repris quand tu l'as dit. J'ai même noté. Voilà. Donc, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, en fait,
Je l'ai dit, hein, aujourd'hui, j'ai tout arrêté, donc mes activités et tout, parce que j'étais très content quand le président donc a annoncé sa candidature. Mais quand il a annoncé sa candidature, j'ai été revoir encore son discours du 22 juin au stade. Et pour moi, quand j'ai réécouté son discours, je me suis dit que mais il avait annoncé déjà sa candidature le 22 juin, parce que j'ai regardé sa gestuelle sur le 22 juin. Et je vais vous prendre un seul exemple. Quand le président dit, par exemple, le 22 juin, quand il dit oui, je vous ai compris, oui, je vous ai entendu, et que après mûre réflexion, je reviendrai vers vous dans les prochains jours. Et il continue par dire que il a dit une phrase qui m'a que j'ai bien compris ce que vous avez dit, et que ce que vous venez de dire là, je ne peux pas les ignorer. Et il répète encore la même phrase, je ne peux pas les ignorer. Et avant cette phrase, il a dit une autre phrase où il a dit qu'après tant de luttes et de combats, vous me donnez la force. En tout cas, il a vraiment de façon assez clinique, il a sorti cette phrase-là avant de dire ce que je viens de dire. Mais quand un tel personnage de la trempe du président Ouattara dit que... Tu me permets une seconde. Allez-y. Comme vous êtes dans l'internationalisme symbolique, donc je vais ressortir d'autres éléments pour étayer ce que vous dites. Quand il dit, quand les militants lui demandent d'être le candidat, qu'est-ce qu'il dit? Vous m'avez fait confiance. Faites-moi confiance. Il a dit, vous m'avez fait confiance, faites-moi confiance. En d'autres termes, quand on te demande d'être candidat, c'est toi qu'on demande. C'est à toi qu'on demande. Et quand tu dis oui, d'accord, vous m'avez fait confiance, faites-moi confiance, donc ça dit qu'il n'y aura pas de déception. Parce que même si il n'y aura pas de déception, désigner quelqu'un d'autre serait une déception parce que les militants n'ont pas demandé autre personne que lui. Donc, à partir de là, moi j'avais compris, en tout cas depuis lors, que ça ne pouvait pas être une autre personne que lui. Voilà. Effectivement, docteur. Je vais chuter, je vais chuter juste même pas en 1 minute, 1 minute 30. Donc, c'est pour dire, monsieur Eric Carter, puisque vous êtes le modérateur, même si je m'adresse à tout le monde, que moi, j'ai été revoir son discours. Après ce discours-là, parce que je l'avais déjà dit, j'ai dit que le président Ouattara était un autre candidat. Je l'avais déjà dit sur plusieurs panels, parce que pour moi, c'est vrai que je n'avais pas bien écouté son discours du 22, puisque quand vous êtes dans l'émotion et tout, vous n'entendez pas bien. Mais aujourd'hui, j'ai été revoir encore son discours, et pour moi, il avait tout dit. Peut-être que moi, aujourd'hui, je vais dire que c'était juste pour corroborer encore ce qu'il avait déjà dit le 22. Parce que quand une personnalité vous dit, même pas, laissons cette histoire de personnalité, mais quand vous faites une demande et que la personne vous dit qu'en fait, j'ai bien compris, je t'ai entendu, et que ce que tu as demandé là, je lui ai dit, je ne peux pas ignorer ce que tu as demandé. Ça veut dire qu'à 95%, ta demande ne va pas rester lettre morte. Donc, pour moi, c'est une candidature de raison, c'est une candidature mûrement réfléchie, le président l'a dit. Donc, il faut tout faire maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille pour lui donner un score large, et puis on verra, voilà. Exprime ton avis en commentaire.